t'as deux types d'entrepreneurs. T'as ceux qui entreprennent étage par étage, ceux qui entreprennent marche par marche. Mais le problème, c'est que si, comme tu dis, t'es marche par marche, tu peux monter, mais le problème, à un moment, c'est qu'à la fin de ta vie, t'as même pas un immeuble, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils voyaient ça dans la presse, sur Internet, ils disaient, putain, JC, t'es milliardaire. Je dis, ouais, mais j'ai pas vu la couleur, en fait. Je dis, mon compte, y a rien sur mon compte, en fait. Ouais, mais est-ce que t'as un lit à me prêter à la maison? Mais rigole pas, c'est ce qui s'est passé 18 mois plus tard. Une semaine après les attentats, je me retrouve seul. Les investisseurs, il y en a pas un qui est là, un seul qui vient et qui me dit toutes mes condoléances. Tous ceux que je payais le premier du mois, qui étaient mes amis, quand j'ai eu des difficultés, je les ai pas payés le 20 du mois, mais le 5 du mois. Et j'ai eu l'impression que c'était tous mes ennemis. Quand je donne les clés. Bon, le problème, c'est que tu donnes les clés et les personnes, après, ils vont bien l'utiliser. Tu peux plus rentrer chez toi après. C'est ça, tu peux plus rentrer chez toi. Le gars, il me disait, au Maroc, voilà, il disait, pour moi, il y a Dieu, il y a le roi, il y a JC. Le mec, il part avec tout le monde. Et il s'affiche sur les réseaux. Il s'affiche sur les réseaux avec tous mes clients et avec toutes mes équipes. C'est pas grave qu'on mette ça sur le podcast. L'IA va tuer les emplois de ceux. Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite à tous la santé et pour la réussite, je vous fais confiance. On continue. On reprend fort cette année les podcasts. De nouveaux invités vous seront révélés. Abonnez-vous pour ne rien louper des futurs podcasts avec Hakim et d'autres invités hyper inspirants. Bon visionnage à vous. Après le sport aussi, tu fais beaucoup Ah oui, de sport. moi en général, le matin, je me lève vers 4-5 heures. Et là, en général, tous les matins, je fais ce que je fais. En fait, ça me donne l'énergie. Je fais 1h30 sport. Après, je me fais douche glacée pendant 7-8 minutes. Ouais. Ou bain glacé que j'ai chez moi à Bruxelles. J'ai un petit truc comme ça. Je me fais un petit bain glacé. 3 minutes là. Et, T'as déjà fait bain glacé? Non, Non. moi je suis frileux, la vérité. Mais moi, à la piscine, là, moi à la base, je dépression. suis très frileux à la base. Tu sais, moi, je viens du sud aussi, etc. Donc, je suis très frileux. Et il y a 5 ans, je suis allé faire je suis allé en Finlande, en Laponie, faire un stage, je préfère, de 3 jours avec un mec qui s'appelle Wim Hof. C'était un mec qui a l'habitude, en fait, il utilise le froid un peu comme une thérapie, etc. Premier jour, tu arrives, ils te disent mets-toi un maillot et on va marcher pendant 3 heures dans la neige. Et 3 heures, tu marches, tu as les chaussures, mais tu es à torse nu, tu as un maillot. Là, t'en chies. Le deuxième jour, ils te disent la même chose. Là, c'est 4 heures et là, tu lèves les chaussures. Là, c'est Sous moins combien? moins 38. Non, moi je meurs. Là, c'est sévère. Et troisième jour, ils creusent un trou dans la glace. Et là, tu rentres dans l'eau. Et là, l'eau, elle est à 0. Et là, on était une dizaine. J'étais avec des Hollandais. Et là, il y en a la moitié qui ont fait des crises d'épilepsie, couverture de survie. C'était chaud. Après, ils sont en mode rhinopharyngite, non? Quand tu sors non? Je te promets, j'ai fini ça. C'était il y a 5 ans. Depuis 5 ans, je suis pas malade. J'ai juste eu un Covid lors de la deuxième dose, mais sinon, avant, j'étais tout le temps enrhumé. En plus, moi, je viens du Sud, j'ai vécu à New York à l'époque. J'avais encore ma mère, elle m'avait acheté 20 damars et tout. Elle me disait, tu vas avoir froid et tout. Mais je pense que c'est tellement froid que tu as l'impression que c'est chaud, non? C'est ça, en fait, exactement. C'est-à-dire que ça te brûle comme si c'était chaud. Ouais. Mais après, une fois que tu as ça, depuis, ça fait 5 ans que même l'hiver, je suis en t-shirt. Depuis, j'ai plus mis un pull depuis 5 ans. Et je te promets, je vais, et pourtant, là où je suis à Bruxelles, il fait un peu froid. C'est simple parce que lorsque je vais skier aussi, je me retrouve, je skie en maillot, quoi. Je skie en maillot avec les chaussures de ski. Ça t'a vraiment changé un truc Ça te change vraiment quelque chose, et puis en fait, ça te crée de l'immunité, en fait. Ouais, donc après, franchement, t'as plus froid, quoi. Alors que moi, vraiment, j'étais frileux, les écharpes et tout. Les trucs là, depuis plus rien. Tu sais que Hakim, je fais les matins après le sport, je fais une douche froide, pas glacée, parce qu'on est à Marrakech ou à Dubaï, c'est pas glacé, quoi. Ouais. Mais froide. Et quand je fais ça, j'ai mes phases, hein, je vais faire ça pendant 1 mois, 2 mois. Et quand j'arrête, genre 2-3 jours après, je commence à avoir bouton de fièvre. Mon immunité, elle repère un coup. Ouais. Ah ouais. Je te promets. Ah ouais, je te promets, le froid, ça joue de ouf, en fait. Et la journée, ça te réveille. Hein. Ça te réveille de fou, ouais. Ouais, moi, le sport, le sport et ça après. Ouais. Et après, j'ai une patate la journée. En plus, le sport, quand j'y vais, je me mets bien. Tu fais quoi, bien cardio, mal, quoi, beaucoup de cardio. Ouais, je fais du cardio. J'ai arrêté la boxe il y a 1 an parce que je faisais beaucoup de K1. Tu vois ce que c'est? Ouais, K1. Je faisais beaucoup de K1. À part qu'à un moment, tu arrives à un âge où j'étais tout cassé, quoi. Et puis quand j'en faisais, les combats et tout, c'était assez sévère. Le problème, c'est que j'ai des trucs au niveau cervical, problème au niveau cervical, niveau lombaire, les genoux.
J'ai les doigts de pied, ils sont tous comme ça, Ah ouais. tellement. J'ai pris les coudes, les trucs. Donc le problème, c'est que je suis tout cassé. Donc ça fait 1 an que j'ai arrêté. Mais pour compenser ça, ouais, je fais du triathlon et je fais pas mal de muscu, quoi. Ouais, mais surtout Et beaucoup de t'as quel âge triathlon. 48. Ah ouais. 48, j'en ai fait jusqu'à il y a 1 an, mais c'était sévère. Est-ce que tu te sens mieux en bonne santé ces 10 dernières années depuis Ah que ouais. tu fais ça ou avant? Ah, je te promets, ça fait 7 ans, 8 ans. Ouais. Dans les 8 ans, ouais, ça fait depuis mes 40 ans. Ouais. Je me suis remis à faire de sport parce qu'en fait, pour mes 28 ans, on m'a décelé un truc qui s'appelle la chondropathie au niveau des genoux, j'ai plus de cartilage. Et on m'a dit, d'ici 5-10 ans maximum, vous serez sur un fauteuil parce que vous avez plus de cartilage, vos genoux, ils vont plus vous tenir. Et du coup, j'ai plus fait de sport. Ouais, je bossais tout le temps et tout, donc j'ai pas fait de sport. Et à 40 ans, je me suis dit, je suis encore vivant, j'ai mes genoux, je vais laisser le temps. Et là, je vais me mettre à travailler, du moins à faire du sport. Et là, je me suis mis à faire du sport. 7 ans K1, et puis tout ce qui est bain glacé, etc., tous les trucs. Et en fait, franchement, je me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Mais vraiment, c'est-à-dire que le sport, et puis le sport, ça me met. Et tu sais Le que matin, sport, ça me quand met tu un coup démarres sévère. tard, quand tu démarres à 40 ans et tout, c'est mieux. Ouais. Ah ouais? L'espérance de vie, elle augmente grave Hmm. par rapport à ceux qui démarrent tôt. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. Ah, moi, C'est le cas de Armani. Ah ouais? Il a démarré le sport à 43 ans, je crois il a 87 ans, 88 ans, il pète la forme. Dinguerie. Et il y en a plein, ils ont fait des études, il y en a plein, c'est comme ça. Vous avez vu Brian Johnson ou pas? Vous voyez pas? Ouais, si. C'est le mec qui doit avoir à peu près notre âge, voire peut-être un peu plus. Et le mec, il s'est mis, c'était un entrepreneur, il a vendu sa boîte assez cher. Et derrière, il a mis une grosse partie de sa fortune dans justement tout ce qui est allongement de Ah la oui, je durée l'ai de vu, vie. j'ai vu, il a les cheveux longs. Ouais, il a Ouais, les j'ai cheveux vu. longs, bon, on dirait, bon. Il veut ressembler à son fils. C'est ça, ouais, c'est j'ai ça, vu. exactement, ouais. Plein de gélules tous les matins. Ouais, je crois que le mec, il prend 100-120 gélules par jour. Ah, Et le mec, il est. Bon, après, on dirait, mais c'est pas le cas. On dirait qu'il est genre. Bon, qu'il est. Genre tout botox et tout ça, en fait, pas du tout. Et en fait, le mec, il est vraiment sur son Il est alimentation. Il est dans les caissons d'oxygène et tout. Le mec, en fait, sa vie, c'est comment comment je peux rajeunir. Et d'ailleurs, il a fait régulièrement, il fait des analyses de sang, toutes les analyses possibles. En fait, tu vois que c'est plus il vieillit, meilleurs sont ses résultats. Incroyable. Et en fait, il disait que sur beaucoup de choses, il a un corps d'un jeune de 25 ans. Alors que le mec, il a 50 piges. c'est ouf. Il fait chaud là, non? Ça va? Ça va, ouais, ça va. J'ai ni chaud ni froid, moi. Ouais, c'est vrai. Allez, let's go. Bon, on commence. Allez, go. Je pense qu'on a déjà bien commencé. Ça sera peut-être une petite intro là déjà. Ça va être bien. Bon, bah, salut à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. Toujours en compagnie de Hakim. Salut à tous. Comment ça va? Ça va et toi, la forme? Ouais, très Impeccable, bien. Brice. On a un invité aujourd'hui. Ouais. Un invité de dernière minute. Ouais. On devait, en fait, on devait même pas tourner aujourd'hui. On devait rien faire. En fait, pour la petite histoire, on va contextualiser l'histoire. Donc hier, j'envoie un message, donc JC qui est avec nous. Je t'envoie un message parce que tu m'avais répondu à un message. Tu m'as dit, je suis sur Marrakech. C'est ça, je suis Ou sur je vais- Marrakech. C'est ça, et je t'ai dit, du coup, on s'appelle la semaine prochaine. Exactement. Et je te dis, ben moi aussi, avec Hakim, on est à Marrakech. Tu m'as dit, mais vous êtes où? Et au moment où je te dis, je suis au Fairmont, tu me dis, moi aussi, je suis Moi au aussi, je suis Fairmont. remonte. On s'est, en même temps, le message, il est parti. Et du coup, on s'est vu direct et ben, on a discuté 15 minutes, 20 minutes. Et on s'est dit, ben, ça avait bien accroché. Il y avait pas mal de. Ouais. Vous parlez la même langue. Bah, c'est un entrepreneur de talent. Ouais. Donc, on discute de choses intéressantes. Et vous parlez la même langue, les mêmes expériences et tout. Donc, ça a hyper bien matché. C'est le langage des dollars. Ouais, le langage des dollars et des galères. Et des galères. Donc, hier, franchement, on s'est dit, allez, let's go. On se fait un petit podcast improvisé pour le lendemain. Donc, en plus, nous, on est sortis aussi un petit peu, etc. Le matin, on a travaillé, tout ça. Enfin, on n'a pas. Il n'y a rien de préparé. Hein. Je veux dire, on va aborder des sujets, on va déjà te présenter, on va aborder quelques sujets et tout. Et allez, let's go. Hein. L'impro, Je te présente ça vite qu'il a. fait et Vas-y. tu diras Ouais. si j'ai oublié des choses. Donc, JC Conticello. Ouais, Ton nom. Conticello. Conticello. Ok. Connotation Sicilienne. italienne. Sicilienne. Sicilienne, mon père, et ma mère napolitaine. Ok, très bien. Donc, tu es né dans une famille du sud de la France, fils de boucher. Tu as suivi un cursus en école de commerce à Montpellier. Ouais. Et à 23 ans, tu te retrouves à New York
où tu es CEO d'une boîte qui fait du web. Ouais, c'est ça. En fait, c'était le début des agences digitales. Ok. Et en fait, même avant, en fait, je suis arrivé, c'est ça, j'étais même à 21 ans, 22 ans. Ah oui. Je suis arrivé à New York. D'abord, j'avais travaillé un peu à la Bourse de Paris, après fusion-acquisition à New York, et un peu en capital risque. Et très D'accord. vite, tu bascules sur une web agency. C'était le Incroyable, tout ça. début des agences digitales en 98, 99. Et en fait, très vite, j'arrive et puis je discute avec le CEO parce qu'on devait investir chez eux. Et puis au final, il me dit je te prends avec moi en tant qu'associé. Et 5 mois plus tard, il me laisse les rênes de la boîte en fait. Et c'était le tout début. Ouais. À l'époque, le web en Europe, je ne savais pas ce que c'est. Hein. Moi, dans la banque, il m'avait dit envoie-moi un mail pour avec ton CV. J'ai dit envoie un quoi 96, je sais pas ce que c'était, mec. Et un mec qui me dit un email facile. Je dis ah ouais, d'accord. Et derrière, je suis allé voir le prof d'informatique à l'école. Je lui dis c'est quoi un mail? Et il me dit le mail, c'est ça. Il me dit t'as pas trop suivi les cours? Je dis non, pas trop. Et donc vraiment ici, on n'avait rien. Et là-bas, après, très vite, j'ai fait les premiers sites e-commerce, par exemple dans le luxe pour Tiffany, c'est moi qui ai fait les premiers sites. Premier site bancaire pour Republic National Bank que j'ai fait aussi à l'époque. Donc c'était vraiment le début de l'e-commerce. Et c'était la folie du web, quoi. C'était la bulle de l'époque, quoi. Ouais. Comme tu disais, j'ai vu sur une ITV hier aussi, tu nous en as parlé, un site à cette époque-là, tu vendais ça plusieurs millions. Ouais, un site, c'était à peu près 1,5 million, 2 millions de dollars. Incroyable. Un site web qui aujourd'hui coûterait moins de 1000 euros à faire. Ouais, après les gros sites e-commerce Ouais. pour les grosses marques, ce serait peut-être quelques centaines de milliers d'euros. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, c'est facile. Si tu veux faire un site e-commerce, aujourd'hui, avec 5000 balles, tu peux. Là où à l'époque, c'était peut-être 1 million, quoi. Après, les sites complexes Oui. où tu veux vendre sur X pays, ça va coûter plus cher. Mais c'est sûr que ça va pas coûter 1,5 million, 2 millions comme à l'époque, quoi. Donc c'est une boîte qui est, à cette époque-là, tes 23 ans, qui est valorisée à plus de 10 milliards. En fait, ouais, pour la petite histoire, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive, on a des bureaux à New York. C'est vraiment la folie du web, c'était vraiment la bulle. Et donc, à cette époque-là, j'ouvre des bureaux un peu partout aux États-Unis, dans une dizaine de villes, à Boston, Los Angeles, San Francisco, dans d'autres villes, à Tokyo, en Australie, à Londres, à Paris. Bref, c'est un peu la folie à ce moment-là. On enchaîne les sites, on bosse beaucoup dans le luxe, dans la banque. Donc, évidemment, là où il y a les moyens. Et très vite, en avril 2000, en gros, il y a JP Morgan qui vient nous voir pour nous faire une introduction en bourse. Et là, ils disent le prix, la valorisation. Je savais que les boîtes étaient valorisées, mais bon, c'était pas énorme ce qu'on faisait. On faisait quoi, 80, 100 millions de dollars de CA. C'est très beau. Moi, en gros, je suis arrivé, en 200, en 2 ans et demi, on a fait x10. Donc, c'est très beau. Mais ça reste 80 millions de dollars. On est profitable, alors qu'à l'époque, toutes les boîtes, elles perdaient de la thune. Et le gars nous dit, vous êtes valorisé 10 milliards. Et on fait une valo, il me dit entre 8 et 10 milliards. C'est Moi, dingue. Hein. Moi, il se trouve que mon associé, du coup, m'avait filé 40% de la boîte. Petit à petit, 10 milliards. Ah ouais, là, t'avais quel âge, là? Là, 2000, j'ai 24 ans. Incroyable. Et surtout que 4 ans avant, même pas 3 ans et demi avant, je suis à Montpellier. Ouais. Voilà, je suis serveur. J'ai pas de thunes, je viens d'un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, et Place de la comédie. Ouais, c'est ça, j'étais à Montpellier. Franchement, c'est ça, j'étais serveur, je gagnais pas beaucoup d'argent, quoi. Voilà, et bon, j'étais à l'école, je faisais des petits jobs, etc. Je mixais, voilà, j'organisais un peu des soirées pour gagner un peu d'argent, mais c'était vraiment le début. Voilà, j'avais pas grand-chose. La question, c'est comment tu passes du coup de Montpellier à New York Je fais un stage à la Bourse de Paris, hein, voilà, et puis pour rentrer à New York dans la banque d'affaires, je fais un entretien, mais bon, je parlais pas anglais, donc j'utilise vraiment, c'est des petites ficelles à la con, quoi. Je trouve une nana qui parle anglais, une anglaise, je mets le haut-parleur, c'est elle qui me répond un peu aux questions et tout, je fais semblant un peu de parler, je parlais vraiment pas anglais, c'était une cata. Ouais. Voilà, et du coup, j'arrive à répondre un peu, je dis que j'ai été trader à la Bourse de Paris, alors qu'en réalité, je rentrais des informations, quoi. J'étais en stage, quoi. Et du coup, ça passe. Voilà, et puis rapidement, j'arrive à rentrer là-bas. Et puis après, c'est que du feeling. Là-bas, ils me disent rapidement, t'es stagiaire. J'arrive à passer associé. Mais associé, tu te dis, associé banque d'affaires. Mec, il est jeune, c'est un tueur. Bon, je suis commercial en fait. J'appelle des boîtes pour acheter, d'autres boîtes pour les vendre. C'est un job de sales, quoi. Ouais. Voilà, et puis, je trouve cette boîte-là. Le deal se fait. Je m'entends bien avec le CEO. Il me fait rentrer. Le mec, à l'époque, tout le monde dit c'est un taré, mais bon, ça marche. Au bout de 4 mois, il me dit, un jour, il réunit toute l'équipe et il dit, bon, ben voilà, maintenant,
Lui, il m'appelait Chris. Chris, ça va être maintenant, he's gonna be my brain. En gros, maintenant, c'est lui qui va diriger la boîte, alors que moi, je suis tout jeune, ils sont peut-être 80, un truc comme ça. Et en fait, très vite, il me laisse les clés de la boutique. Et là, moi, je commence à partir, à monter des équipes commerciales. Moi, ça a toujours été le sales d'abord. Donc, je monte des équipes commerciales et là, on commence à faire du business. Et donc, après, on est valorisé, c'est 10 milliards. Donc, moi, 40%, j'ai 24 ans. Ça monte un peu la tête. D'ailleurs, c'était virtuel. Hein. En réalité, j'ai jamais vu la couleur d'un euro de ces 4 milliards parce que c'était en avril 2000. Et en fin mai 2000, il y a la bulle, il y a le crack 2000. Et du coup, évidemment, l'IPO qui devait être faite en fin mai, début juin, elle est décalée à septembre. Septembre, la bulle est toujours, les boîtes du Nasdaq sont toujours à la cave. Et donc derrière, ils décalent à Noël, décembre. Et au final, à décembre, ils disent non, les conditions ne sont pas là, donc pas d'introduction en bourse. Et du coup, là, j'ai jamais vu la couleur, quoi. Donc, virtuellement, j'étais milliardaire. Mais si tu réfléchis bien, c'est ni plus ni moins que beaucoup de startups encore aujourd'hui, notamment dans l'IA, ou beaucoup de startups qui sont survalorisées, où les gens se disent ouais, putain, le mec, sa boîte, elle est valorisée 500 millions, il a 30%, ou il a 50%, le mec, il a 100 millions, un mec, il a juste virtuellement, il a 100 millions, mais en réalité, le mec, il a rien. Très souvent, ces boîtes-là sont déficitaires, on en parlait hier. Exactement. Ils perdent de l'argent. Et en réalité, valo sur valo, on pense que les fondateurs gagnent beaucoup d'argent, mais au final, 9 fois sur 10, ils ne touchent pas 1 euro des valorisations, parce qu'en plus, les fonds ne veulent pas leur donner vraiment l'argent, parce qu'après, sinon, ils peuvent péter les plombs. Et l'objectif, c'est justement qu'ils continuent de faire réussir la boîte. Et ils vont de valorisation en valorisation, série A, série B, série C. Et au final, les boîtes, après, sont souvent très valorisées, mais eux n'ont pas vu la couleur de l'argent. Et c'était déjà le cas dans les années 2000. Et après, ça a continué. Et jusqu'au jour, au moment, soit elles explosent, et comme d'Amazon, après, elles arrivent à trouver leur business model, elles gagnent de l'argent, et comme toutes celles qu'on connaît, ou comme d'autres. Là, c'est la deuxième version, où elles ne gagnent pas d'argent, jusqu'au jour où, de valorisation à valorisation, il y a un moment, un investisseur qui dit stop, il ferme le robinet, et là, la boîte, en général, c'est terminé parce qu'elle n'a pas su trouver son business model. Ouais, en fait, ils prennent des salaires, quoi. Et des salaires, C'est ça. Et quand t'es avec des potes au café, tu peux dire je suis milliardaire, quoi. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Mais moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue. C'est la meilleure expérience que j'ai eue, c'est ça. Moi, mes potes, tranquille. Ah, mais c'est ça. Moi, mes potes me disaient, ils voyaient ça dans la presse, sur Internet, et ils disaient, putain, JC, t'es milliardaire. Je dis, ouais, mais j'ai pas vu la couleur, en fait. Je dis, mon compte, il y a rien sur mon compte, en fait. Ouais, mais est-ce que t'as un lit à me prêter à la maison? Mais rigole pas, c'est ce qui s'est passé 18 mois plus tard. Parce que pour la petite histoire, au final, la boîte, je m'entends plus avec mon associé, du coup, les majoritaires, on avait à l'époque Bernard Arnault qui a failli investir il avait un fonds qui s'appelait Repatweb, qui devait investir dans la boîte. Au final, ça s'est pas fait. J'ai vendu les parts à mon associé. Puis là, je rentre je recrée une boîte en Europe, où en fait, on a créé une plateforme de trading entre les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Europe. Là, pareil, là, je repars. Première levée de fonds, je mets tout ce que j'ai. Deuxième levée de fonds, je vais emprunter à la banque. Pour ça, du moins, je dis pas que c'est pour ça, mais au final, tout l'argent que j'emprunte, je le mets là-dedans. Et puis 6 mois plus tard, on doit faire une grosse levée. Très grosse levée, ça doit être une des plus grosses levées en Europe à ce moment-là, mais avec des fonds arabes, avec des fonds américains, des fonds anglais aussi. Et puis ça doit se closer fin juillet 2001. Ouais. Et il y en a un qui signe pas, et ils disent bon, on verra ça à la rentrée, 18 septembre 2001. À part que 18 septembre, c'est là où on va faire un peu l'inauguration, le truc pour le closing. Une semaine après les attentats, je me retrouve seul. Les investisseurs, il y en a pas un qui est là, un seul qui vient et qui me dit toutes mes condoléances. Et en fait, le gars, l'histoire, elle est terminée. 3 semaines après, je fais faillite. Et 1 mois et demi après, je me retrouve SDF pour le coup, quoi. Ouais. Donc là, du coup, on m'a tout pris chez moi. Voilà, et derrière, je me retrouve, j'ai plus rien. J'ai 24 ans. Et la petite histoire, là, c'est qu'en 18 mois, je suis passé de virtuellement milliardaire à SDF. Bon, après SDF, je dors pas sous les ponts. Ouais. Je vais pas faire comme certains. Je dis pas que je dors dans les bus, quoi. Mais bon, la réalité, c'est que je dors chez des potes, quoi. J'ai plus d'appart, quoi. Voilà. Mais bon, c'est la petite histoire et c'est marrant. Bon, après, heureusement, j'ai rebondi, et celle d'après, je me suis dit, c'est bon, lever de l'argent, je vais arrêter. Je vais d'abord créer des boîtes qui gagnent de l'argent d'abord, et je vais arrêter de lever, parce que lever, c'est bien, les valorisations, c'est bien aussi, mais la réalité, c'est ce que tu as à la fin du mois.
sur ton compte en banque et pour ta boîte, c'est la ligne du bas, hein, c'est les bénéfices, quoi. Voilà, c'est le bénéfice net, c'est ça qui compte. Et depuis, je crois que j'ai bien retenu la leçon depuis 24 ans. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Non, mais c'est les meilleurs parcours, ceux-là, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les parcours comme ça parce que plus tu as essuyé d'échecs et plus tu es descendu. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est ça. Et c'est là qu'on apprend grave dans le business. Et après, on fait pas les mêmes erreurs et on comprend. Tu vois, c'est que les échecs qui Exactement. t'enseignent, en fait. C'est ça. Et après, tu montes vraiment. Et est-ce que, à ce moment-là, tu as eu des expériences passées de personnes qui faisaient ce que tu faisais? Et est-ce qu'on t'a déjà dit, attention, lever des fonds, etc. Enfin, lever pour créer une boîte, etc., c'est compliqué ou c'est pas sûr que tu réussisses. Virtuellement, tu seras peut-être multimillionnaire ou milliardaire, mais est-ce qu'on t'a déjà fait... Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, donc moi, aux États-Unis, tout le monde est en folie sur le web. Ouais. En France, évidemment, au niveau de la culture, au niveau de la mentalité, les gens sont plus là à se dire ouais, ces gamins qui gagnent de l'argent, ça marchera pas, de toute manière Internet ça marchera pas, vous allez voir, ils vont finir par se faire descendre et là tu descends, tu coules. Et donc en fait, pour tout, moi après je cherche un job. Voilà, pendant 2 mois, je suis porteur de presse le matin entre 4h et 7h. Donc je vais porter les journaux et la journée je cherche du boulot. Et tout le monde te défonce en disant ah ouais, tu fais partie des gars qui ont réussi, même quand tu arrives à l'entretien, tu te fais défoncer parce qu'ils te disent ouais, en plus moi j'avais arrêté l'école à ce moment-là. Ouais, les mecs qui ont arrêté l'école, qui ont monté des startups, qui se retrouvent après à passer dans les journaux, à monter des boîtes, à lever de l'argent. Donc là, tu te fais bien défoncer. Donc après, ça fait un peu mal. Mais à l'époque, j'avais pas de mentor. De manière, au final, malheureusement, j'ai jamais eu vraiment de mentor et quelqu'un qui m'a vraiment accompagné. Évidemment, j'aurais gagné du temps, quoi. J'aurais gagné du temps, mais après, comme dit Hakim, au final, ce qui compte, c'est tes propres expériences, tes propres échecs. Et quand tu as ces échecs-là, après, déjà, tu es vraiment bétonné. Et tu te dis, là, ce que j'ai fait, je vais pas le faire 2 fois, en fait. Donc, franchement, c'est la meilleure expérience que j'ai eue dans ma vie, de monter très haut, parce que déjà, quelques années avant, j'avais rien. Donc, même si je suis monté très haut, je suis descendu très bas. À la limite, c'est pas très grave, parce que j'avais pas de famille, j'avais rien, du moins, j'avais pas de gosse, rien. Donc, c'est pas très grave, en fait. J'avais pas de charge. Donc, c'est très bien que j'ai fait les choses très tôt. Et du coup, je me suis dit, OK, cette erreur-là, passer son temps à aller chercher des fonds plutôt qu'aller chercher du chiffre d'affaires et de la renta, ça sert à rien. Tu sais, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait Revenues is vanity metrics. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, au final, c'est bien, mais c'est ton ego. Ouais, c'est ton ego. La réalité, c'est ton bénéfice. Et le bénéfice, c'est ce qui fait toute la différence. Et souvent, déjà à l'époque, en 2000, les startups l'avaient oublié. Et même aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de startups encore, on oublie que ce qui compte, c'est ton bénéfice. Ça sert à rien d'avoir une boîte qui fait 500 millions si au final, à la fin de l'année, tu gagnes pas de thunes, quoi. Donc mieux vaut prendre plus de temps pour aller chercher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Après, j'ai pas monté des boîtes à 500 millions, mais les différentes boîtes que j'ai montées, chaque fois, plus ou moins de 0 à 100 millions, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chaque fois, mon principe, c'était avoir une boîte qui soit le plus lean possible, une boîte qui gagne de l'argent, une boîte très saine, avec des fondamentaux très sains. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, parce que je me suis repris 2 crises après, hein, dans mes business. Je me suis repris la boîte d'après. J'ai monté une plateforme qui faisait, du moins une société qui faisait l'intégration de logiciels financiers pour les salles de marché entre 2004 et 2008. À part qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes en finance. Et donc, si j'avais pas retenu les erreurs d'avant, j'aurais coulé. Parce que 100% de mon business était en finance. Du coup, ça a fait très mal lorsque toutes les banques vacillent et que tu te retrouves. J'aurais pu me retrouver au tapis. Mais comme j'avais des fondations solides, je gagnais de l'argent, j'ai pu faire face de septembre 2008 jusqu'à pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai pu faire face à la crise. Du coup, on est tombé, mais on n'est pas mort. Ouais. Parce qu'on avait des fondations solides. J'avais avec moi des associés qui aussi étaient partis sur des bonnes bases. J'avais des équipes solides. J'avais une équipe très forte aussi autour de moi. Et du coup, j'ai pu passer la crise et continuer après en croissance jusqu'à ce que je revende. Et ça a fait pareil pour la boîte que j'ai encore aujourd'hui. On s'est pris en 2020, on s'est pris le Covid. Le Covid. Et je suis passé de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en février 2020 à 1,7 million, 1,8 million en avril. Ouais. Pour 6 millions et demi de masse salariale.
Ah ouais, donc, ouais. difficile. Ouais. Mais on avait quand même des fondations solides, on avait accumulé des revenus, on avait accumulé un bénéfice solide. Et du coup, évidemment, on a quelques mois pour tenir. Ouais, relancer. Plus derrière les aides, etc. Et le fait que, pareil, j'avais une bonne équipe. Du coup, j'ai pu faire face aux 2 autres crises sans tomber parce que j'avais eu les premières expériences. Et je me suis dit, des premières expériences-là, c'est ce qui va me permettre. Bon, déjà, intellectuellement, moi, je suis un peu taré, mais plus c'est dur et les expériences difficiles, c'est ce qui forge. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a forgé. Donc, chaque fois, à mes équipes, par exemple, quand il y a eu le Covid, 1 mois et demi avant, parce qu'on travaillait à l'époque avec les États-Unis, avec la Chine. Et en Chine, vous savez, le Covid, on a commencé à partir de Noël 2019. Oui. On a commencé à voir déjà les prémices, le début du lockdown et tout ça. Et moi, j'ai commencé à réunir mes équipes, genre début janvier, en leur disant, je me rappelle, j'avais un gros tableau blanc, j'avais mis, c'est la guerre. Je leur ai dit, là, je veux des soldats, parce que là, ça risque... Tout le monde disait, non, mais il exagère. Je leur ai dit, j'ai vécu la crise 2000, j'ai vécu 2001, j'ai vécu 2008. Celle-là, elle va faire mal. Et j'avais dit, mais d'un côté, c'est là que tu as l'excitation. Si c'est facile... Non, c'est bidon. C'est bidon, voilà. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Mais c'est vrai que le secret quand même de ces business-là, c'est la trésorerie. La trésorerie, c'est la vanité. Souvent, on est pris par le développement. Souvent, tu vois, moi, je me retrouve dans ce que tu dis, parce que souvent, moi, j'avais à un moment de ma vie des boîtes avec pas mal de trésor, mais tellement tu es pris par le développement que tu gaspilles tout pour aller vite dans le développement. Et il suffit qu'il y ait une crise, un problème, c'est fini, il n'y a plus de trésor. Et ça, tu apprends que la trésorerie, c'est la vanité. Et c'est ce qui te permet de passer les turbulences, en réalité. Ouais, c'est clair. Il faut tenir aussi. Il faut avoir une trésorerie. Il faut être un radin dans son affaire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu laisses un peu les vannes ouvertes et que tu ne vois pas arriver une crise, tu commences à fouiller les comptes, tu vois que tout le monde, en fait, faisait... Exact. Mais en fait, tu as 2 types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui entreprennent étage par étage, ceux qui entreprennent marche par marche. Et comme on en parlait la dernière fois, moi, marche par marche, ça ne me plaît pas. Je préfère me planter, mais je préfère entreprendre immeuble par immeuble, en fait. Tu vois, ça dépend des personnalités. Non, mais t'as raison. Il y en a des tarés dans le business, d'autres qui sont plus conscients. Ça dépend des personnalités. Mais le problème, c'est que si, comme tu dis, tu es marche par marche, tu peux monter, mais le problème, à un moment, c'est qu'à la fin de ta vie, tu n'as même pas un immeuble. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, mais je le vois, même moi, regarde, j'ai mis du temps. Toute ma vie, je me suis dit non, je ne vais pas faire d'immobilier parce que je voulais me concentrer, me focuser sur mon business. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire de l'immo. Oh, mais il y a des copains qui m'ont dit tiens, tu peux commencer à acheter un petit appart. J'ai pas attendu 47 ans ou 46 ans pour commencer à acheter. Il faut que j'aille vite, en fait. Et justement, c'est là que j'ai commencé à faire des belles opérations aussi, parce qu'à un moment, le temps passe. Et c'est comme dans le business, c'est qu'à un moment, après, tu peux rester, et c'est pas très grave. Tu peux être un super entrepreneur avec ton épicerie, etc. Moi, je viens d'un milieu de commerçants, donc c'est très, très bien. Mais si vraiment tu veux faire les choses en grand, bon après je pense qu'il y a un côté un peu taré aussi, quoi, où derrière tu t'aperçois aussi qu'à un moment c'est un peu un jeu, c'est une adrénaline. Mais c'est les vrais entrepreneurs, ça. Pour moi, c'est les vrais entrepreneurs. Tu te plantes bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas c'est pour se planter un petit peu, ça sert à rien, quoi. Mais tu sais que moi, mes collaborateurs proches, ils m'appellent tout ou rien. Ah ben non, c'est un truc de tout ou rien. Tu sais, j'aime pas avoir un peu. Soit t'as les 6 voitures, soit t'en as pas, t'es en vélo. Mais en avoir 2, ça me plaît pas. C'est dingue, hein. Ah non, mais moi, c'est des tempéraments, c'est ça. Moi, c'est la même chaque fois. C'est ça. Tenir, moi, c'est tout le temps en ligne. Attends, moi, il y a eu ces trucs-là, mais pareil, quand il y a eu le Covid aussi, à un moment, j'étais en bas. Et c'est là où, pareil, je me suis dit, ça y est, je mets tout. C'est-à-dire que je donne tout, je mets toutes les armes avec moi. Je joue tout dans la bataille. Et puis, si ça le fait pas, j'ai perdu. Mais j'ai pas perdu petit. J'ai perdu gros. Mais au moins, je joue gros. Et dans tous les business que je fais. Sinon, à la limite, j'ai envie de dire, ça vaut pas la peine, quoi. C'est pas amusant, quoi. Il y a pas d'excitation. C'est quoi comme signe astrologique? Taureau. Je me retrouve dans tout ce qui... Tu sais, en fait, pour que les gens comprennent, on s'est rencontrés à un mastermind. Ouais. Et t'as vu, ils avaient posé une question sur prise de décision. Oui. Ouais. Il était à côté de moi, oui. C'est vrai. Ce que t'as répondu, c'est ce que j'ai écrit avant. Ah ouais, Il m'a montré. Quoi. Je lui ai montré. Et t'avais pas encore parlé. Alors, si, je t'ai montré une fois qu'il avait parlé. Quand il a parlé, tu m'as dit, regarde, je l'avais. J'ai pris une décision, je demande à 2 potes, un fou et un sage. Et après, je prends la décision finale. Mais moi, je kiffe, tu vois, les entrepreneurs comme ça. Tu sais que j'ai ce tempérament. Généralement, les entrepreneurs qui montent marche par marche, c'est des anciens salariés. Ouais, exactement. Ou des anciens fonctionnaires ou autres qui entreprennent et qui sont plus des exécutants, tu vois, dans leur tête et de l'administratif. Mais les vrais entrepreneurs qui créent des trucs de génie, qui sont visionnaires, c'est tous des fous. C'est vrai. C'est comme ça.
La plupart sont marginalisés. Hein. Mais parce qu'il même faut au être niveau de ta taré. famille, même au niveau de ta famille, il y a personne ils se disent mais c'est un fou, il est tout le temps à droite à gauche. Non, mais c'est même pas de ça. Tu vas, la banque, elle dit hypothèque, tiens, hypothèque ma maison, prends tout, je m'en fous, je repars à zéro dans un garage, ça me dérange pas. Ils sont comme ça, les gens, ils comprennent pas. Moi, plusieurs fois, j'ai mis tapis. Et il y a des projets, je t'assure, où j'ai mis des 10 millions, j'ai tout perdu. Ça fait rien. On perd tout, on repart à zéro, même on repart avec 10 000, on va remonter, c'est rien. Mais ça, faut avoir le courage de le faire. Et c'est les vrais entrepreneurs qui font ça. Mais vous avez eu la capacité aussi, vous, de tomber et de refaire. Vous savez que vous avez la capacité de refaire de l'oseille rapidement. Je sais pas, faut avoir de la foi. Hein. Faut avoir la foi. Faut pas croire. Hein. C'est des personnalités souvent qui ont de la foi. Je fais confiance. Il y a mon étoile. Je t'assure. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Regarde, moi, du coup, attends, quand même, le Covid, il y a 4 ans, quand même, 4 ans et demi. Juste pour contextualiser, là, on parle de ta boîte. Ouais, en gros, pour refaire. Humanity. Ouais, pour recontextualiser, donc voilà, donc je me retrouve à 24 ans, du coup, tac, je fais faillite, je me retrouve SDF, je retrouve un job. En fait, sur 1 an et demi, j'apprends ce que c'est le monde du conseil. Donc, en gros, c'est vendre. Je remonte une boîte après, qui s'appelle Adneum. On fait de l'intégration logicielle financier. Je la garde pendant 8 ans. On fait zéro, je dis on parce que j'étais avec 2 associés, on fait zéro, à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je la revends à un gros du conseil. En parallèle, les 2-3 années qui ont précédé, j'ai monté une société dans le développement durable. J'ai monté un fonds d'investissement, un incubateur, plus 2-3 trucs aussi pour m'amuser. J'ai repris un club de foot avec des copains. J'ai monté une marque de fringues aussi. Bon, voilà, je fais 2-3 business pour m'amuser. D'ailleurs, pour le coup, qui ont été des fails, voilà. Et à côté, les autres sociétés ont été bien parce que celle dans le développement durable a été revendue à Accenture, une dans la R&D. Et du coup, j'ai tout revendu, et pareil, mon fonds et toutes mes participations. J'ai tout revendu en fin 2012 en me disant, voilà, ce qui marche, c'est chaque fois que je suis focus. Donc, je me suis focalisé que sur un business. C'est une société qui s'appelle Humanity, que j'ai toujours, que j'ai recréé from scratch en janvier-février 2013. Et comme je te disais, en 2020, donc, j'ai monté de zéro. On était sur un trend à 100 millions de CA pour 2020. On faisait 8,7 millions de chiffre d'affaires en février 2020, donc c'était le trend. Là, le Covid est arrivé. Et donc, je suis passé. Là aussi, j'étais en quasi-faillite. Et l'argent que j'avais eu de mes anciens exits, il se trouve que c'est le moment où j'ai fait faillite. Voilà. Il se trouve que c'est le moment où j'ai divorcé. Ah, ouais. Et du coup, je suis reparti all-in. Je suis reparti de zéro. Je me suis dit, OK, voilà, il faut faire des choix. Moi, aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'était d'assumer mes choix. Donc, j'ai assumé mon choix personnel. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé avec quasiment zéro sur mon compte. J'ai donné 96% de ce que j'avais, donc c'était quasiment zéro sur mon compte, juste assez pour vivre. Et là, je me suis dit, maintenant que je suis à nouveau... Bon, il y a une excitation aussi, hein, comme tu disais, il faut être un peu taré. Il y a une excitation de dire, OK, là, je repars à zéro, comme si j'avais 18 ans. Donc, zéro sur mon compte, avec une boîte qui est virtuellement en faillite. Si tu as 6,7 millions de charges salariales et que tu fais 1,8 million de chiffre d'affaires en 2 mois, c'est que t'es pas bien, c'est que là. Mais là, je me dis, OK, je me regarde dans le miroir et je me dis, OK, c'est là que ça se passe, mec. C'est-à-dire que là, j'ai réuni toutes mes équipes, on était en visio. Du moins, les gens étaient en visio. Moi, j'avais pas histoire de visio. Moi, je roulais, j'allais à Paris en voiture. Je me faisais arrêter là, parce que je vis entre Paris et Bruxelles. Je me faisais arrêter, mais je sortais on va dire une attestation BFM parce que j'avais un copain, voilà, qui était sur BFM. Et avant, j'avais fait quelques interviews. Du coup, voilà, j'allais à Paris. Je disais à mes équipes, on se rejoint au bureau, je viens chez vous. Je suis allé voir toutes mes équipes en France, donc à Lille, à Bruxelles, à Paris. En Hollande, et chaque fois je leur disais, t'es in ou t'es out. Si t'es in, on part au combat et c'est maintenant que ça va se passer. Et le combat, vous inquiétez pas, on va le gagner. Je suis allé voir tout le monde et clairement le combat on l'a gagné parce que donc là j'étais à zéro et mes équipes, il y en a, faut dire la vérité, je pouvais même pas les payer. Moi déjà je me payais évidemment pas. Il y en a que je pouvais pas payer, donc je suis allé les voir, je leur ai dit c'est pas grave, on va sortir ensemble. Covid ou pas Covid, c'est maintenant que ça se passe et vous verrez que l'histoire, là on va rentrer dans l'histoire parce que là clairement on est en faillite. On va sortir de la faillite, on va pas faire faillite, on va gagner de l'argent, on va reprendre ce qu'on avait fait, les concurrents, on va tous les exploser, et derrière, la société, une fois qu'elle sera là où elle doit être, là on va revendre. Ça nous a pris 2 ans, et 2 ans après on a revendu, et là je suis dans ma phase de ce qu'on appelle earn-out.
J'en ai encore pour 2 ans. Mais du coup, on a revendu à des Italiens, une boîte d'innovation qui, dans l'innovation technologique, normalement, il n'y a pas mieux au monde. Ils sont dans tout ce qui est voiture autonome, robotique, IA. C'est une boîte qui fait 15 000 employés, qui fait 2 milliards de CA, qui fait 20 points d'EBIT. Donc, c'est une super boîte. Et du coup, voilà, ils nous ont racheté à ce moment-là. Donc, ça pour dire le côté all-in. Je suis reparti il y a 4 ans et demi. Et c'est comme si j'avais 15 ans, quoi. J'avais juste un toit, mon appart, avec 90% de crédit encore dessus. Donc, je me suis dit, c'est à part gelé, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Et du coup, voilà, on est reparti. Mais cette excitation-là, chaque fois, ça n'a pas de prix. Franchement, s'il fallait le faire, mais je redonnerais tout ce que je peux pour revivre ça. Parce que ces moments-là, c'est juste les meilleurs moments. Parce que là où tu te dis, puis même, tu vas voir tout le monde et tu leur dis, alors t'es in ou t'es pas in. C'est maintenant que ça se passe. C'est juste une adrénaline. J'arrive même plus à dormir pendant toutes les semaines. Je dirais post-Covid, tout le monde était là, j'avais des copains qui bougeaient pas, tout le monde disait ah non, il faut rester à la maison. Moi, je restais pas à la maison, je bougeais. T'avais foi, comme il dit. J'avais la foi. Mais le bonheur, il est dans la quête. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le bonheur, il est dans la quête. Tu sais, on dit on jouit d'une chose avant de l'avoir. Tu veux acheter une voiture. La voiture de tes rêves, c'est une Ferrari. Le meilleur moment, c'est quand tu vas bosser comme un taré pour te l'offrir. Deuxième moment sympa, quand tu vas aller la chercher. Une fois qu'elle est à toi, elle est garée dans un garage, tu t'en occupes plus. C'est la quête, en fait. C'est ça que tu as des gens qui comprennent pas. C'est la quête qui plaît aux vrais entrepreneurs. Pour ça, tu as des entrepreneurs qui s'en foutent de l'argent. Tu sais, aux États-Unis, je disais, une fois, il y a une mode. Les mecs, ils ont pris 100 millions, ils ont vendu des boîtes, ils donnent tout à des associations, ils repartent de zéro. Tu sais que la plupart d'entre eux, ils redeviennent multimillionnaires. C'est dingue. Parce que tu connais la méthode après. C'est ça. Le mode d'emploi, tu l'as. Tu l'as revendu combien ta boîte si c'est... Je l'ai revendu en plusieurs fois, quoi. Okay. Je peux pas le divulguer, mais on va dire okay. que c'est un multiple. Alors, on va dire que c'est plus ou moins je dirais plus ou moins ce qu'a vendu Hakim, quoi, à peu près. Ok. Je sais pas si tu l'as déjà dit, donc si tu l'as pas dit, il a déjà dit. Il a dit voilà. Donc c'est plus ou moins ce qu'Hakim, je le sais parce qu'il a parlé la dernière fois, donc c'est dans les mêmes zones. Là, on fait plus ou moins, on va dire, on faisait quasiment 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc, c'est plus ou moins dans ces eaux-là. Après, j'avais un fonds d'investissement. J'avais pas mal de personnes dans mes équipes aussi j'aime bien rémunérer aussi les équipes. Voilà. Et en plus, et c'est aussi en plusieurs fois aussi. C'est par rapport à des objectifs aussi, d'où l'earn-out. Ok. Oh, mais tu vois, c'est bien de rémunérer. Encore une fois, c'est la mentalité, franchement, des vrais entrepreneurs où tu investis les gens et tu les fais participer. Parce qu'une réussite, elle se fait pas tout seul. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand tu repars à chaque fois de zéro, c'est l'énergie. Moi, je dis toujours, on échange de l'énergie contre de l'argent. C'est de l'énergie et il y a des gens qui vont donner toute leur énergie avec toi. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai été trop généreux avec les gens. Mais c'est normal. Quand tu as des gens solides à tes côtés, tiens, 5, 10% de la boîte, 15%, mais parce que c'est une réussite commune en réalité. Vous avez... vous donnez la chance à quel genre de salarié, du coup ces personnes-là? Des fois, on se plante. Des fois, tu te trompes. Hein, personne n'a la science infuse. Hein. Alors, en fait, il y a 3 choses dans ce que dit Hakim qu'il faut retenir. La première, c'est que au final, personne n'a la science infuse. Et donc, déjà, tout ça, c'est un mindset. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Donc, déjà, ça fait partie. Et parfois, moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent ah, mais comment tu l'as recruté? Ok, il y a les critères de base. Mais après, c'est au feeling. Après, c'est ton intuition. Je te dis avec lui, je vais y aller. Et parfois, tu as raison. Et parfois, tu te plantes. Moi, il y en a plein, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, où je me suis planté. Et c'est comme ça. Mais, donc, ça, c'est le premier. C'est quand même l'intuition et pas avoir peur de se planter. Le deuxième, dans ce que vient de dire Hakim, mais c'est le point le plus important, c'est le mindset, en fait. Et dans le mindset, il vient de parler de générosité. Il y a un livre d'un écrivain, un entrepreneur qui a beaucoup parlé, qui s'appelle Taker. Si tu as un taker mindset ou giver mindset. Donc, il y a ceux, tu sais, qui vont être en mode, tu disais tout à l'heure, un peu radin, qui vont pas trop donner. Et puis, il y a ceux qui lâchent. Moi, je fais partie des gens, clairement, qui sont très généreux. Il faut savoir que mon top 15 de mes équipes, ou mon top 20, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont avec moi. Même, il y en a, ça fait 17 ans. Ma DRH, ça fait 17 ans. Elle était stagiaire sur la première boîte. Et là, aujourd'hui, elle est DRH du groupe. Et elle est montée. Et pareil, toute mon équipe. Si je prends mes patrons de la Belgique, de la France, les équipes, ils sont avec moi depuis 10, 15, 20, 17, 18 ans. Et en fait, l'un des critères principaux, là aussi, c'est en tout cas pour moi, c'est qu'au niveau des équipes, je donne beaucoup. Mais un des principes, c'est je suis prêt
à me couper un bras pour eux et eux doivent être prêts à se couper un bras pour moi. Ça doit être mutuel. C'est vraiment la base. Et dedans, évidemment, il y a le côté, même si c'est vrai que c'est bien d'avoir de la complémentarité dans les équipes, et c'est l'idéal, mais avec le recul, les 10 dernières années, chaque fois que j'ai voulu prendre des gens complémentaires, c'est-à-dire des gens très sérieux, des gens très carrés, des gens qui viennent justement d'autres entreprises et qui sont vraiment en mode des exécutants. Et je me suis dit, c'est bien parce que du coup, ils vont compléter mon équipe. Ça a toujours été des échecs. Il y en a qui sont peut-être très bons là-dessus. Donc moi, mon équipe, elle me ressemble. Mais si tu prends mes 10, 15, 20 personnes qui sont autour de moi, tu peux dire, mais en fait, si tu les mets sur 100 personnes ou sur 500 personnes, tu pourras savoir que ces gens-là font partie de mes équipes et tu pourras les retrouver. C'est tous d'énormes bosseurs. Donc pour moi, dans les critères, le premier, faut être bosseur, mais vraiment bosseur. Mon directeur financier qui est mon bras droit, le matin, il se lève à 4h15, 4h30. C'est soit moi qui le réveille, soit lui qui me réveille. Voilà, le soir, on s'écrit, on s'appelle à 11h, à minuit, en semaine, en week-end. C'est pareil, mes patrons France, Belgique, toute mon équipe proche. On est tout le temps ensemble, ce qui ne veut pas dire que s'ils sont en vacances, d'ailleurs, la flexibilité, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'il n'y en a pas un qui m'a demandé un jour JC, est-ce que je peux partir en vacances? Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, jamais une fois, ils m'ont dit attention, je vais pas t'appeler parce que tu es en vacances ou m'appelle pas. Il y en a jamais un qui m'a dit ne m'appelle pas. C'est-à-dire qu'on s'appelle, après s'ils sont occupés, ils sont occupés. Voilà, ils me doivent pas d'être tout le temps dispo. Mais par contre, le premier, c'est d'être bosseur et d'être aussi généreux. Et tous, tu les vois, ils ont la même générosité, ils ont le même discours. Et c'est des gens qui bossent parce que ils aiment. Et donc là, on arrive au troisième point, c'est l'équipe. Ce que tu disais, c'est qu'en fait, l'équipe que tu as, c'est l'équipe avec laquelle tu pars à la guerre. Et je pense qu'on est le type d'entrepreneur qui, tu sais, à la guerre, il y a ceux qui étaient, tu sais, les généraux qui étaient derrière, qui disaient allez-y. Et puis il y a les généraux qui disaient moi, je suis en premier. Tu sais, Léonidas, tu sais, dans les 300. Quoi. Voilà, il y a ceux qui sont en premier qui disent moi, je suis en premier et suivez-moi. Et l'équipe te suit. L'équipe est prête à mourir avec toi, comme toi. Tu es prêt à mourir en premier pour eux. Exactement. Et quand tu as cette mentalité-là et que les équipes sont avec cette mentalité-là autour de toi, moi, je me suis toujours dit, et dans tous les coups durs, je me suis toujours dit, au final, on ne peut pas perdre. Et si on perd, on va apprendre. Et vous savez, c'est un peu une phrase que je disais beaucoup à mes gosses quand le dimanche, je les amenais au foot. Et je crois toujours, et j'en parlais il y a 2 jours à quelqu'un aussi de mon équipe, j'aime bien cette maxime. Chaque fois, on partait au foot le dimanche matin, ils allaient jouer. Et je leur disais, les enfants, vous connaissez ce que dit papa? Ils me disaient, oui, on sait. Alors vous allez le répéter. Répétez après moi. Gagner, c'est pas important. C'est l'unique chose qui compte. Ouais. C'est-à-dire que perdre, c'était pas une option. Après, une fois que tu as tout donné, tu perds et t'apprends. Mais à la base, si tu pars à la guerre, c'est pas pour perdre. Tu pars à la guerre, c'est pour gagner. Et c'est, je pense, qui a fait la différence sur les différentes boîtes que j'ai montées. Avant, où j'étais un peu seul au début sur les autres boîtes, ou les boîtes où j'ai réussi, et puis la victoire à plusieurs, elle est tellement plus meilleure que la victoire seule, en fait. Et au final, avec ton équipe proche, comme tu disais, et le fait d'avoir, je dirais, tu m'en parlais hier, le fait d'avoir une équipe proche autour de toi, des gens que tu connais, copains que tu connais depuis longtemps, moi, tous ces gens-là, c'est devenu ma famille, en fait. C'est-à-dire que lorsque on a des décisions, même des décisions perso, on s'appelle et tout ça. Et le résultat, c'est qu'au final, quand tu réussis ensemble, après, c'est juste génial. Mais surtout, lorsque tu en as chié, mais sévère, alors là, c'est génial. Si le chemin est facile... Ouais, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est dans la difficulté que tu vois ceux qui restent avec toi. Les vrais, c'est là que tu vois. Tu sais... Et après, il faut les récompenser. Moi, j'ai eu des périodes, quand j'ai développé le groupe, où on n'arrivait pas à payer les salariés. C'était quand tu es en pleine croissance, des gros problèmes. Mais tu as des salariés qui nous disaient, écoute, Hakim, si tu veux, on prête de l'argent, j'ai un peu d'économie à la boîte. T'imagines ? C'est génial. Quand tu as un collaborateur qui fait ça, qui sait, parce qu'ils ont compris que le patron, il paye tout le monde avant de se payer. Et s'il ne reste pas, il ne prend pas. Tu vois ? Tu es obligé de le récompenser. Sinon, c'est un manque de loyauté. Et ça devient, comme il disait, c'est la famille. Ça devient ils ont fait des choses pour toi que ça se trouve, ta famille, elle ne fait pas pour toi. Donc ces salariés-là, il faut les récompenser.
Les méritants, quoi. C'est méritant. Et tu vois, moi, j'en ai des comme ça. Et pareil, ça fait 15 ans, ils sont encore avec moi. Quand tu recrutes, toi, c'est les personnes qui te ressemblent que tu arrives à prendre ou... Alors, c'est à l'intuition, mais je me suis planté 80% de fois. Je me plante, je ne vais pas te mentir. À l'intuition, moi, c'est à l'arrache. Des gens, ils viennent, ils me racontent une belle histoire. En plus, autant dans les affaires, je me débrouille pas trop mal, mais sinon, dans la vraie vie, je suis naïf. Hein. Donc, ils me racontent une belle histoire et tout, des opportunistes, je peux les recruter comme un con. Ouais. Tu vois Mais c'est un truc d'entrepreneur, en fait. Tu vas à l'intuition, tu dis, allez, je te crois, en 2 heures, allez, c'est bon, même en 1 heure, putain, allez, on y va, quoi. Et ça arrive que tu te retrouves avec des mythos, des gens qui t'ont raconté ce que tu voulais entendre. Des escrocs. Des escrocs, ouais, putain, mais grave. C'est que, d'ailleurs, j'ai envie d'aborder ce sujet. C'est lesquelles les pires personnes que vous avez pu prendre et que vous avez regretté juste après? Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Là, j'y sais commencer. Ah non, mais c'est des gens à qui, au début, tu vas t'investir et tu vas tout donner. Et justement, c'est un peu ce que je te disais, le fait d'avoir pris des gens qui étaient carrés. Ouais. Je dis, voilà, alors lui, il est hyper carré. Il va m'apporter de la rigueur, il va travailler sur l'équipe. Mais l'équipe me disait plusieurs fois, mais tu fais quoi avec lui? Ou tu fais quoi avec elle? Je dis, non, regarde, il nous apporte le côté carré. Je disais, oui, mais souvent, mes équipes ne le sentaient pas ou ne les sentaient pas parce que les personnes étaient différentes, mais j'avais besoin de cette différence pour donner plus de structure, plus de rigueur et pour me dire, à un moment, c'est vrai que j'aspirais à un moment à me dire, ok, je vais monter des boîtes qui vont dépasser le milliard, je vais industrialiser. Et en fait, j'ai pris ces personnes-là, mais souvent les personnes n'étaient, devant moi, ils me tiraient les pompes, pour rester poli. Mais par contre, dès que j'étais pas là, ils jouaient, tu sais, un peu d'un pouvoir que tu leur donnes. Ils jouaient d'un pouvoir un peu à la con sur les équipes. Et les équipes me remontaient en me disant, ouais, j'y sais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'ai pas aimé. Et moi, je leur disais, attends, tu sais quoi, tu dis ça parce que t'es jaloux, tu dis ça parce que derrière, t'es un peu rageux qu'il ait eu ce poste-là, tu dis ça parce que il a une façon différente de manager, mais suis-le ou suis-là. Et c'est 2-3 erreurs où je me suis dit, j'aurais dû écouter les personnes autour de moi que j'ai depuis longtemps qui me disaient ça et j'aurais pas dû les garder longtemps. Et d'ailleurs, mon erreur, ma plus grosse erreur, c'est pas d'avoir recruté les mauvais. Parce que ça, à un moment, si tu fais des choses, c'est normal que tu te plantes. C'est parfois d'avoir gardé un peu trop longtemps des gens que j'aurais dû arrêter bien avant parce que ces personnes-là me mettaient une mauvaise ambiance et moi, je le voyais pas. Et au final, ça m'a valu vraiment des problèmes parce qu'après ces gens-là, en plus tu leur donnes tout, eux, tu sais, ils sont un peu sournois souvent, tu sais, ils vont jouer un peu des coudes et devant toi, ils vont être genre le super soldat, oui, ils vont tirer les pompes et puis par contre derrière, ils vont commencer à envoyer des bananes sous les autres, ils vont être des pots de bananes, ils vont commencer à être un petit peu manipulateurs. Et puis après quand tu vois, c'est trop tard et là par contre, moi après je suis radical, l'histoire elle est terminée. Et là, il faut vraiment plus me parler. Et là, la personne, elle n'existe plus. Et voilà. Et là, l'histoire est terminée à vie, quoi. Et vraiment, mon erreur, c'est d'avoir gardé. Et même les dernières années, j'ai eu 2-3 histoires comme ça. Parce que moi, c'est comme Hakim. Quand je donne les clés. Bon, le problème, c'est que tu donnes les clés et les personnes, après, ils vont bien l'utiliser. Tu peux plus rentrer chez toi après. C'est ça, tu peux plus rentrer chez toi. D'ailleurs, après, ils ont fait les doubles des clés. Et eux, ils ont tous les doubles. Et toi, derrière, t'as plus rien. Ça m'est arrivé. Moi, à la fin, quand je recrutais, je prenais les anciens à qui je faisais vraiment confiance et je leur disais, choisissez. On devait recruter, je sais pas, choisissez. Parce qu'il m'est arrivé des trucs de dingue. Donc à la fin, je me suis dit, putain, j'aurais dû les écouter. Parce qu'en fait, ils vont bosser avec eux. De toute façon, ils vont être tout le temps ensemble. Donc je leur dis, choisissez. Mais moi, je suis tombé sur des escrocs comme t'as pas idée. Moi, je veux les petites histoires. Même toi, moi, je veux les vraies histoires. On est dans une chaîne Pire histoire, où on dit les pire vraies histoire qui m'est arrivée. Ouais, pire histoire. Tu vas halluciner, hein. Ouais. Tu vas halluciner parce que même les avocats, ils ont halluciné. C'est un film. T'as vu les films du dimanche avec les nanas là qui tuent leur mari et tout là. Je recrute une nana sur LinkedIn. Elle vient, ouais, je veux bosser, je suis comptable et tout. C'était la période Covid. Et moi, il me restait, tu sais, j'avais remonté un petit groupe. Quand je dis petit groupe, voilà, une dizaine de millions de chiffre d'affaires quand j'étais revenu de Dubaï. Et en fait, si tu veux, je rencontre, donc elle vient me parler et tout. Et moi, je suis à l'écoute, je suis attentif. Large sourire, tu sais, ceux qui tirent les pompes. Ah, vous savez, maintenant, je m'en méfie de ceux-là. Je préfère ceux qui me disent, Hakim, t'es un naze, que ce type de personne. C'est dramatique. Elle me dit, j'ai des filles qui bossaient pour moi, mais je veux changer de vie parce que j'ai étudié la comptabilité. Je suis arrivé en France, je suis pas
à 20 ans ou quoi, et je vais étudier ou à 25 ans, je vais étudier la compta. J'ai étudié la compta, je suis comptable. Je vois le CV, un bon CV. Et moi, comme un con, je fais confiance. J'appelle pas, tu sais, les anciens patrons pour tout vérifier. Des fois, ça te prend la tête d'appeler, de faire le mec qui contrôle et tout, mais j'aurais dû le faire. Je la fais bosser, elle devait récupérer les aides Covid. On devait avoir plein d'aides Covid. Et je vois la nana, elle se défonce au boulot et tout. J'écoute, moi, je repars à Dubaï, tiens les clés de la boutique. Tu vois, je la laisse avec mes collaborateurs. Je reviens, tu vas halluciner. Je reviens, elle a viré tous les collaborateurs. D'accord ? Les collaborateurs, ils m'appelaient et tout, ils démissionnaient un après l'autre. Donc, elle les a virés indirectement. La nana, elle faisait pas la comptabilité. Je commence à avoir des taxations d'office dans les trucs. Je dis un truc qui va pas. L'expert comptable, elle a changé d'expert comptable. Je lui ai donné l'autorisation. La meuf, elle limite la signature d'un nouvel expert comptable qui n'existe pas. Ah ouais. Elle vide les comptes. Je vais sur les relevés. Et c'est pour ça, à partir de cette expérience-là, j'ai appris à plus du tout faire confiance aux collaborateurs. Mais avant, en fait, ça m'a appris beaucoup de choses parce qu'avant, j'étais tombé que sur des gens honnêtes. Tu vois ? Je vois qu'il n'y a pas le cash qui rentre, il n'y a que les cartes bleues qui rentrent. Je dis, mais où sont les espèces ? Elle me dit, mais non, en fait, dans les magasins, on a mis que des bornes, il n'y a plus d'espèces, etc. La nana, mais une tarée complète. Donc, elle avait accès au drive. Tu sais, au drive, il y avait des images de signature. Moi, il y avait mes images de signature avec des images de tampons, des boîtes. Elle prend des signatures, elle falsifie des sociétés, elle falsifie des baux commerciaux, elle prend l'organigramme et elle se met l'organigramme de la boîte à son nom. Ah ouais, Donc là, je fais des réunions avec mes avocats. Mais une histoire de dingue, hein. C'est qu'elle me dit comment elle a fait. Et c'est pour ça qu'on avait fait un podcast sur les formalités. Avec les avocats, on appelle les greffes. Il me dit, mais si, tout le monde peut faire une AG, en fait. La boîte, elle est à vous à 10h, à 11h, elle n'est plus à vous. Quelqu'un qui met votre signature en image, il fait des sessions de part sociale, il récupère votre groupe. Donc écoute, les avocats qui se mettent à réfléchir, ils me disent, putain, qui, mais des cas comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est un truc de fou. Tu vois, en fait, tellement c'est gros, plus ça passe. Donc après, un avocat, il me dit, bah écoute, comme elle imité le bail et tout, elle squatte le resto, moi j'y vais, je vais à mon resto, carrément, c'est un resto. D'ailleurs, à Montpellier. Tu me parles de Montpellier ? Non mais ville de fou, hein. Je vais au resto avec mon avocat. La police, elle arrive, il me dit, non mais le cabis, il a son nom maintenant, vous partez. Police qui dit à moi et un avocat de partir. Donc on part, il faut passer devant la justice. Alors, l'avocat, il me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire, elle a imité le bail et tout, on va faire une condamnation d'expulsion, tu sais, une assignation pour l'expulser. Il me dit, parce que c'est trop compliqué, c'est trop long au pénal de montrer que la personne a usurpé l'identité. On est parti pour 2-3 ans. Moi, tu vois, j'ai des associés avec qui j'ai un immeuble là-bas. En plus, on est en train de vendre l'immeuble, etc. Quand je lance la procédure d'expulsion, tu sais ce qu'elle fait ? Elle va sur la SCI, elle change le nom des actionnaires de la SCI et la présidence de la SCI. Non, mais un film d'horreur. Jusqu'à ce que j'ai mis un détective sur la nana. Tu vois, il m'a ramené des infos comme quoi c'était une escroc, elle a escroqué des gens au Maroc, en France, etc. On a sorti son historique de vie. Et tu vois la nana avec un grand sourire, etc. Et là, on est toujours alors, mais des trucs de dingue. Mais c'est un film. C'est pas grave qu'on mette ça sur le podcast ? Non, je m'en fous. Moi, tu peux tout mettre. Hein. Et moi, c'est mes... L'avocat, il m'a envoyé un mail là-dessus il n'y a pas longtemps, donc je m'en fous. Et donc, en fait, après, procédure... elle avait carrément des complices qui bossaient avec elle, donc procédure. J'ai fait les procédures au niveau du pénal, procédure civile, mais la justice, c'est hyper lent. Mais t'as des cas de figure de dingue. Et en fait, le même profil que, je sais pas si t'as vu, la nana qui a pris 100 millions d'euros chez Kiabi. Ouais. Tu vois, ils font des virements, on prend 100 millions. Hein, et en fait, tu te rends compte que... je sais pas ce que fait la justice à ces gens-là, ce type d'escroc, mais c'est dingue. Incroyable. Et en fait, l'erreur, c'est d'avoir filé les clés de la boîte un peu trop précipitamment parce que j'avais des choses à faire à Dubaï plus importantes. Et moi, j'ai un truc, quand je bosse, si j'ai un dossier là à 100 millions et là un dossier à 10 millions, on va dire que malheureusement, je délaisse le petit et je m'occupe des grosses affaires avant, alors qu'ils sont toutes importantes, les affaires. Parce que si tu as de la casse sur le dossier à 10 millions, ça peut te planter celui à 100 millions aussi. Mais non, après, à partir de là, j'ai remis des verrous partout. J'ai remis vraiment les gens de confiance que j'avais au départ, je les ai remis au-dessus, j'ai mis des verrous. Mais t'es obligé. Là, putain, j'ai mis des verrous. T'arrives des choses comme ça. Non, mais c'est dingue, attention. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Mais moi, j'ai eu plein d'histoires aussi. Il y en a une ou deux dont je peux malheureusement pas parler parce qu'elles sont sous procédure. Voilà, de confidentialité, ils sont pas arrivés au bout. Mais par contre, si tu veux, normalement, dans pas longtemps, je vais arriver au bout de 2 ou 3 procédures. Et il y en a qui ressemblent un peu à celle d'Hakim et je t'en parlerai bien parce que j'ai eu des histoires incroyables. Et même plus récemment, même ici au Maroc, j'ai un gars qui m'a pillé la boîte en 2-2. En 2-2, le gars... Mais le pire, c'est les gens, et j'en ai eu 2 quasiment à 6 mois d'intervalle. Et ça, c'est ce qui fait presque le plus mal. Des gens qui t'adorent, qui te disent qu'ils t'aiment,
clairement, qui te disent je t'aime, JC, voilà, qui disent à tout le monde que tu es leur idole. Voire même l'année dernière, le gars de mes super sales à Paris, le mec, au moment où il part, je lui dis t'es sûr, je lui propose des opportunités, il me dit ouais, il me pleure dans les bras, il me dit qu'il m'aime. Il annonce lors de son pot de départ que je suis le meilleur patron, le meilleur on a failli monter une boîte un peu ensemble et tout, finalement ça l'a pas fait, il est parti, le gars. 2 mois après, j'apprends qu'il y a un autre commercial, il prend un autre commercial de mon équipe chez lui. Ils font tout ça. Bon, déjà, je me dis, le mec, il m'a dit qu'il m'aimait, etc. Bon, le mec, je me dis, peut-être que c'est pas lui, etc. 2 mois après, on est en début juillet, j'ai ma directrice commerciale à Paris qui m'appelle et qui est super énervée. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Yasmine? Elle me dit, ouais, je suis super vénère parce que là, il y en a 3 sur une équipe genre de 7-8 commerciaux. Donc là, il y en a 3 qui vont et qui le rejoignent. Je dis, quoi? Donc là, moi, des nerfs. J'étais en voiture. Tu sais quoi? J'étais en voiture avec mon fils, des nerfs. Je tape sur le guidon. J'avais, tu vois, j'ai plein de bracelets. Ouais. J'ai 3 bracelets qui pètent, des nerfs. Je me rappelle, donc je deviens fou. Lui, je l'appelle. Évidemment, je dirais d'abord, il répond pas. Donc je lui laisse un message. Je lui laisse 10 vocaux. En lui disant, réponds-moi. Sinon, vraiment, je sais où t'es, je viens chez toi, je viens au bureau, je connais la boîte. En plus, c'est la boîte d'un copain à moi, etc. Je viens, je fais un carnage. Voilà. Et je lui dis, en plus, ouais, est-ce que je le menace? Ouais, clairement, je le menace, mais de ouf. Et ça me dérange pas de le menacer. Je lui dis, tu sais quoi? On se retrouve et comme tout seul, ça va vraiment mal se passer, j'ai pas envie de te faire aussi mal. Donc, venez tous, venez les 3-4 qui êtes les traîtres, vous venez et du coup à 3-4 j'aurai un peu de répondants. Voilà, donc vous venez, rendez-vous à tel endroit. Je dis mais là ça va pas le faire en fait. Donc ça se passe hyper mal, je lui donne rendez-vous, évidemment le mec vient pas, évidemment c'est un trouillard, alors que je leur dis mais venez, pas de problème. Et puis ils sont jeunes par rapport à moi, mais moi j'ai tellement les nerfs que je me rappelle j'étais dans le sud. Je lui dis je prends un train, donc en plus c'était le premier jour de mes vacances, je dis à mes gosses désolé mais papa part. Pourquoi? Si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire. Là, je vous fais un vocal, je vous raconte l'histoire. Je prends le train pour aller à Paris. Et je leur dis, donc j'appelle les 3-4 personnes. Je leur dis, j'arrive à Paris, mais ça va être un carnage, ça va être un bain de sang. Mais j'ai tellement les nerfs que là, en fait, il n'y a pas de sujet, en fait. Et je leur dis, le seul moyen qu'il n'y ait pas un bain de sang, c'est que derrière, vous n'y allez pas. Parce qu'en fait, les gars venaient de poser leur DEM pour aller là-bas. Donc je dis, vous arrêtez votre DEM. Vous arrêtez votre DEM. Vous ne signez pas votre contrat là-bas et je vais peut-être me calmer. Voilà. Donc là, je deviens fou. Mais en plus, le gars, il me disait qu'il m'aimait devant tout le monde. Je t'adore. Ingratitude totale. Vraiment un truc. Et pour faire la même chose. Et puis, ça veut dire qu'en plus, moi, c'était le début quasiment de mon earn-out. En gros, tu me prends sur 7 sales, tu m'en prends 4, tu m'en prends 5. Et puis, ça va jusqu'où, en fait? Après, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut quoi? Et puis, ça veut dire que moi, je vais couler. En plus, en période difficile et tout, etc. Donc là, je deviens fou. Et il se trouve que là, du coup, j'appelle mon copain qui est le patron de la boîte, mais c'est une très grosse boîte, etc. C'est un super copain, un mec super et ça. Et puis du coup, heureusement, je le laisse, on va dire, on parle et tout ça. Et puis après, du coup, je laisse un ultimatum à l'autre commercial en disant t'as intérêt à pas prendre l'équipe. Donc là, il me dit tu me menaces. Bien sûr, je te menace, je te fais les vocaux. Va à la police si tu veux avec mes vocaux. Il y a pas de problème en fait. Et j'assume tout, j'assume sans problème. Sans problème, et de toute manière, à la fin, il n'y a personne qui te reconnaîtra vu l'état dans lequel je vais te laisser. Et il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu le côté, tu disais tout à l'heure, un peu taré de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au final, je suis prêt à tout perdre dans ces moments-là, et s'il fallait le refaire, je le referais. J'y sais, c'est pareil. Moi, un mec, quand j'ai démarré, il a bossé chez moi 10 ans. Mais c'était comme mon frère. Mais, tu vois, le mec loyal, Hakim, je te kiffe et tout. Je lui ai tout appris. À un moment, il me dit, alors je l'ai rendu manager, etc. À un moment, il me dit, j'en ai marre et tout, je vais faire mon business. Je lui ai dit, si tu fais alors c'était à l'époque où je faisais les kebabs. Si tu fais ton kebab, je t'aide, je peux même te donner de l'argent, fais. Tu vois, le monde est grand, la ville est grande. Ce mec-là, il prend un local à 10 mètres de mon local. À 10 mètres. À 10 mètres et il reprend les salariés. Donc je venais de démarrer, je te parle ça, je venais de démarrer, il a démarré avec moi, mais c'était peut-être 8-9 ans après. Donc, je suis revenu, j'avais des boutiques dans toute la France et tout. On me dit, Hakim, viens. Le mec, il ouvre à 10 mètres. Je dis, OK. Je me pose, je réfléchis. Dans la boîte, il y avait de la trésor. Je dis, bon, ça va être simple. Le kebab, il nous revient à combien? 1,50 €. Donc, on ne peut pas le vendre en dessous de ce qui nous revient. Le kebab, à l'époque, ça se vendait, 5 €. Mettez-le à 2 € jusqu'à ce qu'il ferme.
Ça n'a pas manqué. Ah ouais, ah non, non, mais- J'avais de la trésor, il n'en avait pas. Ça n'a pas manqué. Et après, les salariés qui m'a pris, ils sont revenus. Ils cherchaient du taf. Je dis, les gars, c'est trop tard, je vous ai remplacé. Vous pouvez rentrer, vous pouvez retourner avec lui maintenant. Le mec, il a duré J'ai 3 fait, mois. j'ai fait la même. Donc là, du coup, les gars qui devaient aller là-bas, évidemment, je fais annuler le process de recrutement. Et donc, eux annulent leur DEM. Et du coup, ils reviennent. Donc là, je fais quoi? Évidemment, il y a le patron du commerce qui les voit. Qui leur dit maintenant il faut me pitcher, hein, il faut nous pitcher si vous voulez rester, hein, parce que maintenant c'est la balance et la force est inversée, parce que les autres le recrutent pas, eux du coup ils ont annulé leur DEM, ils sont chez moi, mais ce sont et puis derrière je suis allé sévère, c'est-à-dire que toutes mes équipes savaient que c'était les traîtres, donc les gars sont revenus, ils ont pitché, c'était il y a pas longtemps ça, c'était il y a 1 an même pas, les mecs ils ont pitché et évidemment ils ont pitché, mais ils ont bossé, je pense, toute la nuit, pendant 2 jours, 3 jours, etc. Et à la fin, on leur a dit, on va délibérer pendant 2 jours, comme si on était une multinationale, quoi. On va libérer pendant 2 jours, et à la fin, on vous dira, vous reviendrez nous voir, et on vous dira si on continue ou pas. Mais normalement, tout devrait bien se passer, vous avez été bon, etc. Et là, évidemment, on les a reçus. Et là, on leur a dit, bon, le pitch était bien, etc. Bien. Mais les traîtres, on n'en veut pas. On n'en veut pas les traîtres. Donc là, vous vous cassez. Ouais, mais on n'a pas de job, on n'a plus de job. En fait, c'est pas notre histoire, en fait. C'est vous qui avez joué les traîtres. Donc un traître, il mérite rien, le Il y en a traître. plein dans le business. Et en fait, c'est fou, en fait. Alors que derrière, franchement, les gars sont bien traités. Derrière, et puis à la limite, tu pars proprement. Moi, je suis parti d'une boîte à un moment. Je suis parti propre. Même mon ancienne boîte, j'aurais pu récupérer les clients de mon ancienne boîte. Je ne l'ai pas fait parce que mes associés sont restés et je trouvais que c'était pas beau. Pendant 2-3 ans, j'ai repris personne. Voilà. Et même les anciens qui m'ont suivi, ils m'ont suivi une fois que derrière, ils avaient discuté avec mes anciens associés. Je leur en ai parlé. Mais le truc, c'est, tu sais, une vie, une carrière, c'est long. Donc derrière, le fait de faire les choses proprement avec les gens, c'est qu'une question à la fin de relations humaines. Donc si tu commences à trahir, et puis la trahison, c'est pas beau la trahison, c'est comme la délation. Après, sans parler des délations, là aussi, j'ai 2-3 affaires en cours, donc j'en parlerai bientôt. Mais la délation, attends, mais il y en a qui c'est des rois de la délation quand même. Et en plus de la calomnie, c'est-à-dire que ça calomnie, ça fait de la délation de dingue pour des choses qui n'existent pas. Ouais, Moi, ce qui m'a toujours étonné chez l'humain, c'est que tu vas apprendre à un salarié tout le boulot, mais il croit qu'il est meilleur que toi et qu'il va faire mieux que toi. Tu lui as tout appris, il est venu, moi, la plupart, je les ai formés de A à Z, ils connaissaient rien, mais à un moment donné, ils se mettent à leur compte, mais viens, fais les choses proprement, mets-toi à ton compte, je t'aide si tu veux ou pas, mais on se serre la main comme des hommes, fais ton business. Pourquoi tu veux me concurrencer à 5 mètres en croyant que tu connais mieux que moi, tu vois, c'est toujours ce rapport-là qui m'a surpris. Moi, je déteste ça. Franchement, c'est tellement beau. Moi, j'en ai plein qui sont venus me voir en me disant, JC, je vais partir. Je pars, parce que moi j'ai fait dans la seule boîte où j'étais salarié 2 fois dans ma vie, pas très longtemps. Les 2 fois, je suis allé, je leur ai serré la main, je leur ai dit je pars à la concurrence. Voilà, je ne demande, ça aussi c'est hallucinant, je demande rien. Je demande, parce que ça, tu as aussi les trouillards qui sont pas des entrepreneurs, qui sont des merdes, qui viennent te voir en disant bon, moi je veux créer ma boîte, mais à côté je veux que tu me licencies. Je veux que tu me licencies, comme je travaillais 5 ans dans ta boîte, je veux 300 000, ou je veux 200 000, ou je veux 100 000, et derrière, je veux avoir les aides de l'État. Donc, en gros, tu veux avoir les aides de l'État au cas où tu te plantes, tu veux de l'argent, mais quoi, tu m'as pris pour qui, en fait? Je suis là, je suis ton Mac, je suis là, c'est quoi l'histoire, en fait? À un moment, je suis là pour te payer, alors que derrière, tu veux partir. Non, mais ça aussi, c'est un sport. Non, mais c'est un sport national, surtout en France. Un sport national, c'est-à-dire, je veux partir, mais tu vas me payer pour partir. Non, mais attends. Mais ça, j'en ai eu plein. Si je veux que tu partes, je te paye. C'est normal, c'est légal, on va suivre la procédure légale. Mais si c'est toi qui veux partir par un homme, non, mais ça, à un moment, je sais pas, t'es un homme, tu as des coronesses, et la moindre des choses, c'est, même si tu pars à la concurrence, tu dis voilà, j'ai trouvé un meilleur job à côté, c'est possible, et comme j'ai trouvé un meilleur job, à ce moment-là, où je veux monter ma boîte, et donc, encore plus, tu veux monter ta boîte, essaie de partir proprement, la tête haute. Après, il y en a plein qui vont rester des amis, et puis moi, comme je le dis souvent, c'est quoi, je vais être une super référence pour toi. À côté, si tu as besoin que je t'aide, que je sois associé, même si je suis pas associé, je peux t'aider. Moi, j'ai aidé plein de gens qui ont réussi derrière et je suis très heureux qu'ils aient réussi. Et après, ils sont revenus me voir en disant merci, tu m'as aidé. Mais au final, il y en a très, très peu
qui n'ont pas cette ingratitude. Et quand ils viennent te voir en te disant, bon, je pars, je monte ma boîte, mais en fait, je leur dis, t'es pas un entrepreneur, tu veux de l'argent, et en plus, tu vas avoir les aides. Un entrepreneur, il est prêt à jouer, à mettre ses couilles sur la table, et à la fin, il perd, et si tu reviens, mais évidemment, je te reprends. Je te reprends parce que tu étais un super et en plus tu auras gagné de l'expérience. Donc je te reprends demain. Donc en fait, ton matelas, c'est moi ton matelas. Ouais, parce que si demain tu pars avec de l'argent, mais que tu pars, que moi je vais être haineux derrière pour tes clients et ça va mal se passer. Mais c'est pas le même mindset. L'entrepreneur et le salarié lambda se comprendront jamais. C'est pas... Moi, ils venaient me voir carrément. Oui, Hakim, soit alors des centaines de salariés, pas un, pas 10. Ils venaient au bureau, soit on s'arrange, je touche le chômage et tu me donnes de l'argent, soit je fais en sorte d'être toujours malade, quoi. Ouais. C'est le chantage. Mais je dis, reste malade, tu feras partie des effectifs 10 ans si tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un chantage, quoi. C'est un truc de dingue. Mais c'est trop de... Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai bossé ailleurs très peu parce que j'ai entrepris jeune. Écoute bien, je travaillais chez un type qui avait 2 super aides, je devais avoir 18 ans. Le type voulait me mettre manager et associé des 2 parce que j'étais un bonhomme. Il manquait de l'argent dans la caisse, je prenais de ma poche, je mettais quand il manquait de la monnaie. Et j'arrivais 20 minutes avant, je partais 20 minutes après. Et quand je suis parti et j'ai monté ma boîte, je lui ai serré la main comme un bonhomme. Si tu as besoin de moi, je suis là. Et j'ai même fait en sorte de me faire remplacer. Mais c'est ça qui est important. Maman, regarde, pareil, la seule fois où vraiment j'ai été salarié pendant 1 an et demi, quand j'ai eu mon dépôt de bilan jusqu'à ce que je monte mon autre boîte, j'étais dans le rouge, je suis repassé dans le vert. J'arrivais tous les matins, j'étais le premier. Il y avait 4000 personnes dans la boîte, j'étais le premier. J'arrivais à 4h, 4h30 et je partais le soir à minuit. Le seul qui faisait en gros ça, mais c'était le patron et tout le monde me disait « Ah mais je sais, t'es pas le patron, etc. » J'ai dit « Mais c'est une question de mindset. Pour l'instant, je suis pas le patron, mais je deviendrai patron. » Je suis parti, on a parlé, j'ai proposé des opportunités. Il y en a qui l'a pas voulu prendre et celle qui m'a proposé m'allait pas. Je suis parti proprement. Je devais avoir des coms à la fin, mais je lui ai dit « Je veux pas de mes commissions. » Il m'a dit « Mais pourquoi tout le monde est ça ?» Je lui ai dit « Mais parce que je pars. » Voilà, je lui ai dit, je vais te mettre quelqu'un qui a été mon remplaçant, qui est plus tard devenu mon associé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai monté ma boîte et 5 ans plus tard, qui m'a racheté la boîte? Mon ancien patron. Voilà, il faut parce que j'ai été propre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on est devenus amis. Et depuis le début, c'est un ami en fait. Alors qu'à la base, entre lui et moi j'arrive, je suis commercial. Lui, il est patron d'une boîte de 4000 personnes. Aujourd'hui, sa boîte d'ailleurs, elle fait 70 000 personnes. C'est un mastodonte. Ouais. Et en fait, le gars est devenu un ami. Quand je l'appelle, il me prend. Si j'ai un coup dur, je sais qu'il sera là. C'est devenu un mentor, mais parce qu'il a vu que j'ai été propre du début à la fin. J'ai vendu et ça a été pareil. Lorsque j'ai vendu, il savait que la boîte était propre. Derrière, après, il m'a demandé de l'aide pour ouvrir des pays. Je l'ai aidé pour ouvrir. J'ai fait en sorte que tout soit propre. Et lui, en contrepartie, c'est tellement un homme de confiance et un homme bon qu'au final, on a été entre hommes. Et ça n'a pas loupé. C'est lui qui m'a aidé. Et en plus, le jour où il m'a racheté, on était en début de crise, subprime, etc. Et il a assumé. Et ça, alors que beaucoup d'autres ont dit non, je fais pas l'affaire, etc. Ouais. Mais parce qu'on a été honnête du début à la fin. Et ça n'a pas de prix. Ça n'existe plus. Et tu le retrouves. Et quand tu vois, moi, ça fait partie de toutes ces histoires. Et là, j'ai eu celle-là, j'en ai une autre il n'y a pas longtemps aussi au Maroc. Le gars, il part avec tout le monde, alors que le gars, il disait au Maroc, voilà, il disait pour moi, il y a Dieu, il y a le roi, il y a JC. Non, mais je te promets, j'ai des vidéos où il le dit, quoi. Le mec, il le disait, il a pris des vidéos, il les a mis sur les réseaux. Le gars, c'était presque devenu un ami. Je l'adorais, c'était bien. Le mec, il part avec tout le monde. Le mec, il s'en va à la concurrence. Et derrière, il part avec toute mon équipe. À Casa, ça? À Casa. Le mec, il part avec mon équipe. Pareil, après, il est allé sur les Émirats, etc. Il nous a pris les clients. Il nous a pris. Et il s'affiche sur les réseaux. Il s'affiche sur les réseaux avec tous mes clients. Et avec toutes mes équipes. À un moment, tu dis, c'est pas possible. Alors que t'es ami, tu as tout donné. Que derrière, c'est presque. Il fait partie, tu l'as mis dans tes proches, etc. Et ça, tu te dis, mais comment, à un moment, tu pars, tu fais ton business, t'es propre, il n'y a pas de problème, bravo, félicitations, je peux t'aider, je t'aide. C'est génial, même attends, moi je souhaite que toutes mes équipes qui partent, je souhaite que tous réussissent parce que tous ont mérité. Et puis moi derrière, je t'avoue, je suis très fier de me dire que j'ai recruté des gens, que je les ai fait grandir auprès de moi. C'est comme des gosses, quoi. C'est-à-dire les enfants, les employés, pour moi en tout cas, je les aime comme si c'était mes gosses, tout ça. Et après, tu les vois partir, grandir, et tu dis, waouh, ils ont réussi.
Bravo, tu les appelles, tu leur envoies un message dès que tu vois la réussite. Et c'est tout ce que j'espère. Et même si je les aide après, s'ils sont dans le besoin, je vais le faire. Et après, je n'attends pas de reconnaissance. Mais j'attends pas non plus de me faire attaquer. C'est quoi le truc? Tu peux pas partir en homme, tu crées une nouvelle activité, et s'il y a besoin, je vais t'aider. Mais pourquoi partir et te mettre un couteau dans le dos? Et ça m'est arrivé 3-4 fois, même la boîte d'avant, même cette boîte-là que j'ai montée, j'avais quand même un des gars qui était dans mon équipe proche, qui était le patron d'un pays. Alors le mec, je le prends au début de la nouvelle activité que j'ai, le mec, je le forme à tous mes métiers pendant 3 mois, parce que le mec était pas bien, j'ai allé, viens, etc., tu viens avec moi, on va peut-être s'associer, tu verras, etc. Le mec, il fait les 2-3 mois où je le forme sur ces métiers-là. Après, à un moment, on s'entend pas pour être associé, donc il me dit non, j'ai peut-être monté autre chose. Ça, super. Et puis 3 mois plus tard, je me rappelle, je suis sur mon vélo. Et d'un coup, je descends de mon vélo et je vois genre 37 appels. Je me dis, c'est quoi? Je vois toute mon équipe proche. Et puis j'appelle le premier qui m'a appelé, Daniel. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'avez tous appelé? Il me dit, mais t'as vu un tel, ce qu'il a fait? Je lui dis quoi? Il me dit, ben regarde, va voir LinkedIn. Je dis, mais vas-y, dis-moi, j'ai pas de temps là. Et il me dit, en fait, il a pris tout notre site qu'on a en anglais, tout ton profil, et il a tout traduit. Et en fait, il a monté un copier-coller de ta boîte. Et la même chose. À l'époque, en plus, on était un des seuls à faire ça et ça. Un truc de fou. Ouais. Je lui ai dit, mais je l'ai appelé. Bah, évidemment, je l'ai insulté, j'étais fou. Et je lui ai dit, mais pourquoi il y a 1000 business à faire. Pourquoi tu vas faire le même business alors qu'on est plus... Ils sont pas de personnalité, pas d'idées, rien du tout. Mais la plupart, c'est comme ça. Hein. C'est dingue. Hein. Ah, c'est incroyable. Est-ce que ça vous a tout ça, en fait, toutes vos expériences avec les salariés qui sont mauvais, ceux qui veulent pas travailler, surtout en France, je pense qu'il y a ces gros problèmes. Est-ce que ça vous a poussé à avoir de moins en moins de salariés dans vos boîtes? Alors, moi, ça m'a poussé, mais ça m'a surtout poussé à récompenser au max ceux qui ont une certaine loyauté envers moi depuis le début. En fait, tu vois tellement d'enflure qu'à un moment, tu fais le bilan, tu dis ceux qui sont bien, tu as envie de les traiter comme des rois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils ont une loyauté, mais de dingue. Et ceux-là, tu as envie d'aller au bout du projet juste pour cela. Pour dire on va réussir ensemble et c'est pour vous parce que vous avez bossé honnêtement depuis X années. Mais les autres, bien sûr, tu as envie de les écraser. Mais c'est ces gens-là qui tuent le pays, de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est comme les salariés. Moi, à un moment donné, je recrutais. Les mecs, ils venaient, ouais, moi, je veux juste travailler 6 mois parce qu'après, je vais chômage, je sais pas. Je disais quoi ça? Tu es en train de me dire que tu veux bosser 6 mois, je vais pas te prendre pour 6 mois. On va se casser la tête à te former pour 6 mois. Donc, à la fin, les gens, je leur dis, écoutez, tu veux un travail stable, tu veux construire ta vie ou tu veux juste un one-shot? Si tu veux un one-shot, moi, tu me coûtes de l'argent à te former, donc va voir ailleurs. Tu vois. Mais non, moi, cette ingratitude, attention, j'ai eu très peu de gens de confiance. Mais quand je les ai eu de confiance, c'est une vraie confiance. Mais sinon, j'ai vu plein de... On appelle ça quoi? Ouais, des opportunistes. Ouais. Plein, mais depuis le début. Court-termistes, opportunistes. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un truc de dingue, mais tu vois, les nouveaux business que je lance, je parle plus aux collaborateurs. J'ai mes collaborateurs proches de confiance. J'en ai 4. Dans une manageuse et un manager qui sont des tueurs, j'y dis c'est vous qui réglez tous les problèmes. Tout ce qui est coaching, management et tout, c'est vous, c'est pas moi. Je suis en arrière-plan, je veux même pas qu'ils me voient. Tu vois? Et là, ça fonctionne mieux par contre. Il y a ce qu'on appelait un fusible, quoi. Il y a des bons fusibles. Là, ça fonctionne mieux. Je peux pas dire mieux. Ce qu'il a dit au début, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au final, ça m'a donné encore plus l'envie d'être encore plus proche de mes équipes, mais à un point où, depuis 1 an, attends, mes équipes, je les invite à dîner à la maison, on part en vacances ensemble, mes équipes, mais c'est encore plus d'amour envers elles, en me disant, déjà, 1, les gars, je vais vous récompenser encore plus, et 2, mais vous le méritez tellement que derrière, on va kiffer ensemble cette aventure qu'on a. Parce que sans vous, j'en serais pas là, parce qu'au final... Ok, quand tu as 100, 200, 500, 600, 700 personnes comme nous, la réalité, c'est que oui, on gère que des problèmes, mais au final, on gère les 20% des problèmes les plus compliqués. Le 80% du day-to-day, c'est pas nous qui le gérons, ce sont les équipes qui le gèrent. Et ce sont ces équipes qui sont hyper proches de toi, qui font le travail souvent le plus ingrat. Et ce sont les personnes un peu souvent de l'ombre, mais qui sont des personnes sans qui, en tout cas, moi, je serais pas là. Donc, c'est des personnes aujourd'hui que j'adore encore plus qu'avant, en qui je fais encore plus confiance qu'avant sur mes choix. Et quand j'ai des gens autour de moi qui sont... Maintenant, je les écoute encore plus. Maintenant, dès qu'ils me disent oh, « Regarde, lui, un tel, j'y sais, il a fait ça »,
du coup, je vais les écouter encore plus et je vais leur faire prendre la décision. Je leur dis, vous savez quoi, si vous voulez pas de lui, vous voulez pas d'elle, allez-y, faites le travail. Je vous fais complètement confiance. Et au final, je me dis, c'est génial de les avoir et je veux les garder le plus longtemps possible parce qu'ils méritent ma confiance, ils méritent d'être récompensés. Ce sont des gens qui ont tout donné pour moi, pour la boîte. Et à côté, évidemment, quand tu vois... Et eux-mêmes ont pareil avec leurs équipes. Parce que au final, si moi, je leur montre que je leur donne beaucoup, si je les récompense, eux vont donner à leur proche équipe, qui vont aussi bien récompenser. Et au final, ça va être un cercle vertueux. Mais c'est vrai que moi aussi, comme Hakim, j'essaye d'avoir moins aussi de relations avec certaines personnes et de laisser mes équipes gérer. Parce qu'à un moment, déjà, des profils comme nous, tu vas mettre un maximum d'émotions. Et ça c'est pas pour autant... C'est comme si tu es un mec ou une nana et que tu as une déception d'amour. C'est pas pour autant qu'il faut dire on m'a déçu, donc à vie, je vais être aigri et je vais plus jamais aimer. Et faire confiance. C'est ça, et faire confiance. Si tu es quelqu'un qui aime l'amour, tu vas encore aimer l'amour et tu retomberas amoureux. Exactement. 1 fois, 2 fois, 1000 fois s'il le faut, jusqu'à avoir la bonne personne. Au boulot, c'est pareil. C'est-à-dire que si vraiment on a envie, après évidemment, on va mettre des garde-fous. On va, comme disait Hakim, on va mettre des contrôles, on va éviter, on va plus faire confiance en notre intuition, faire confiance en notre équipe. Mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'on va plus recruter, c'est pas pour autant qu'on va plus faire confiance aux gens. Après, c'est notre métier, ou sinon il faut arrêter et faire comme beaucoup d'entrepreneurs, ils créent une boîte, ils vendent et après ils prennent leur retraite. Il faut savoir que les salariés à la base, les collaborateurs, les bons, ils font confiance avant tout à l'homme, avant même de l'entreprise. C'est-à-dire ils te font confiance. Et on a un devoir. Moi, j'ai des collaborateurs proches, ils me disent, Hakim, on croit en toi. Dès le début, on croit en toi. Ne nous lâche pas. Tu vois. Donc, cette énergie, elle va dans les deux sens. Nous, on a un rôle de coach vis-à-vis des bras droits. Et eux aussi, c'est mes coachs. Ils te coachent, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai des collaborateurs proches, le dimanche matin à 6h, Hakim, on a un Zoom, réveille-toi, tu vois, parce qu'ils ont la dalle, et on peut pas les décevoir. C'est pour ça, c'est une réussite commune. Ouais. Tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Clair. Je voulais parler aussi de... je sais que tu es aussi beaucoup passionné et très dans les sujets intelligence artificielle. Ouais. Et vu que ton entreprise, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Wimanity, aujourd'hui, c'est une entreprise internationale. Vous faites... est-ce que tu pourrais justement expliquer un petit peu juste après résumer pour les personnes, pour leur faire comprendre. Quoi, parce que... En gros, j'ai plusieurs activités. J'ai créé Wimanity. Notre métier, c'est ce qu'on appelle la transformation agile et digitale des organisations. En quelques mots, c'est-à-dire on va prendre des grosses boîtes, du BNP, LVMH et d'autres, et on va les accompagner justement pour changer d'abord leur culture, la culture de l'entreprise, après changer leur organisation et après changer leurs pratiques technologiques pour passer de pratiques technologiques un peu, on va dire, anciennes à être capable d'adresser toutes les dernières technologies, l'IA, la cyber, la robotique, tous les nouveaux sujets, l'automatisation des process, tous les sujets. Mais pour ça, derrière, il faut que ces sociétés-là changent leur façon de travailler. Ouais. Parce que si elles continuent de travailler comme elles travaillaient avant, elles vont se faire grignoter par toutes les startups jusqu'au moment où elles vont mourir. Voilà. Donc, l'idée, c'est de les accompagner là-dedans. Et donc, le business principal, c'est celui-là. C'est beaucoup de ce qu'on appelle de change management pour les accompagner et en utilisant les méthodes des startups, ce qu'on appelle la méthode agile, avec tout ce qui est autour de méthodes comme Scrum, comme d'autres, où derrière, tu vas être sur du cycle court. Normalement, dans les grosses boîtes, entre le moment où tu as une idée et le moment où ton projet y sort, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 6 ans, et parfois même, il sort jamais. En mode agile, c'est à la semaine, avec tout un tas de rituels, des OKR, avec tout un tas de nouvelles façons. Et nous, depuis 11-12 ans, on accompagne les sociétés là-dedans. Et puis progressivement, j'ai commencé à ajouter des technologies nouvelles là-dedans. Ouais. J'ai créé la première boîte d'intelligence artificielle dans Wimanity, c'était en 2014. En 2015, j'ai commencé à créer des projets de robotique. En 2016, j'ai commencé à créer une boîte dans tout ce qui était data. 2019, j'ai créé WeWise, qui est une autre activité de conseil dans tout ce qui est Big Data IA, qui est aujourd'hui d'ailleurs
la société chez nous qui fonctionne le mieux. Et comme ça, progressivement, j'ai créé différentes activités. À un moment aussi, j'ai créé un startup studio où justement, on crée un peu des speedbots, donc des nouvelles startups et qu'on faisait ensuite financer. On finançait au début, puis après, on faisait financer par des grands groupes. Donc, j'ai créé tout un écosystème sur Humanity pour en arriver aujourd'hui où il y a 1 an et demi, 2 ans, on a été racheté, on a intégré le groupe Reply. Reply aujourd'hui, c'est 180 startups aussi. Et du coup, nos activités aujourd'hui, ça va être des activités très fortes, toujours dans la transformation, mais à côté, très fort dans l'IA, et notamment dans l'IA sur quoi? Sur tout ce qui est amélioration de la productivité des équipes. Voilà, on va utiliser, on fait partie des principaux partenaires dans le monde de Copilot, donc Microsoft, de tout ce qui est aussi AWS, Google, et clairement, nos partenariats stratégiques vont aussi nous permettre de pouvoir accompagner toutes ces boîtes-là. Donc avant, c'était que des grosses boîtes, et puis petit à petit, on voit aussi toutes ce qu'on appelle les scale-up, c'est-à-dire toutes les boîtes qui cartonnent depuis 5-10 ans, ces nouvelles boîtes, mais qui elles aussi à un moment arrivent aussi un peu à une crise de croissance et qui ont besoin aussi de faire améliorer leur processus. Et nous, comme ça, on va les aider, les accompagner. Et histoire aujourd'hui de les faire... Parce qu'aujourd'hui, la situation, quand même, le marché, il est tendu, le marché. Ouais. Donc, toutes les boîtes aujourd'hui s'aperçoivent, parce qu'il y a 15-20 ans, on ne savait pas que des grosses boîtes pouvaient faire faillite. Souvent, on disait « too big to fail ». À part que ça, c'est fini. Aujourd'hui, peu importe ta boîte, qu'elle soit petite, moyenne, grande ou très grande, tu peux te prendre un revers et tu peux faire faillite en 2-2. Voilà, que tu sois une compagnie aérienne, on l'a vu pendant le Covid, que tu sois une banque, n'importe quelle banque, du jour au lendemain, on le voit depuis 2008, n'importe quelle banque peut mourir, n'importe quel courtier, n'importe quelle société peut mourir aujourd'hui en 2-2. Et donc l'idée, nous, on les accompagne, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, on les accompagne pour justement s'adapter en permanence à tous ces changements et donc créer une société qui soit un peu polymorphe, c'est-à-dire qui s'adapte au marché et vraiment être capable d'évoluer. Et puis s'il faut couper un pan, on le fait, mais sans que ça touche le core business, la structure. Et avec même des petites boîtes, aujourd'hui on est capable de leur faire prendre des fast track et d'accompagner des petites boîtes pour rapidement grossir et réussir aussi. En fait, donc, les gros groupes, souvent, ils deviennent immobiles. C'est trop gros. Et en fait, je pense que t'allèges un peu le système pour qu'il soit toujours en mode start-up, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est créer en fait, c'est même pas créer, c'est recréer, parce que toutes les grosses boîtes, à un moment, elles ont été start-up. Ouais. BNP, c'est énorme, ou LVMH, mais au début, c'était des petites boîtes. Ouais. Et pareil, parce que je cite ces boîtes-là, mais c'est pareil toutes les autres boîtes. Et l'idée, c'est justement de les accompagner une par une. On a aujourd'hui, 150 clients. Donc l'idée, c'est de les accompagner. Booking par exemple pour qui on bosse en Hollande, voilà, ASML aussi en Hollande qui est un des leaders mondiaux dans tout ce qui est carte à puce, concurrent d'Intel, d'Nvidia et tout ça. Et du coup, on les accompagne pour être capable aussi de réduire les dépendances entre les sociétés, entre les activités et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce qu'une fois que les sociétés sont plus grosses, après, comme disait Hakim, elles peuvent être immobiles ou elles peuvent être sclérosées sur certaines parties. Et du coup, ça peut être dangereux. Et puis même après, il y a aussi un pan pour les salariés. Ça peut être très compliqué souvent pour les salariés de ne pas prendre de décision. Ça aussi, souvent, sur les grosses sociétés, si tu prends une décision, limite, t'es pas très bien vu. Donc, l'idée, c'est aussi de réinjecter toute cette philosophie de start-up, cette philosophie du fail fast. Ok, je me trompe, c'est pas grave. Je peux prendre une décision et je peux accélérer. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui commençaient à perdre de la vitesse, qui reprennent de la vitesse, et notamment souvent en créant aussi de petites activités en parallèle. D'accord. Et concrètement Excuse-moi. En fait, si tu remets ça à la restauration, c'est exactement ce qui se passe. La plupart des gros groupes de restauration aujourd'hui sont déficitaires parce qu'ils ont des modèles archaïques, que ça soit au siège ou sur le terrain, et chacun hésite à toucher. Ça appartient souvent à des fonds d'investissement ou autres, et ils touchent rien, ils laissent comme si c'était avant, mais on n'est plus dans le monde d'avant. Tout a changé. Et à côté de ça, tu as des concurrents qui se lèvent chaque matin dans la restauration avec des choses, des concepts beaucoup plus maniables. Et tu vois, c'est ce qui a fait aussi le succès Quick. Tu as vu Quick, quand ça a été repris, pour revenir à Quick, ils ont réduit le staff au support, ils ont mis des jeunes, ils ont fait un renouveau, et là, ça repart en développement. Mais la plupart des groupes qui se plantent, je les vois parce que j'analyse en permanence, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'ils sont restés encore en train de bosser en mode années 80. C'est fini.
D'accord. Ouais, ils sont ready sur leurs acquis. C'est et fini, ils tout arrivent a changé. Les logiciels comptabilité, RH, tout a changé. Les reporting, la gestion de l'humain, tout a changé en réalité. Il faut s'adapter au monde moderne. Ouais, et là, ça va beaucoup plus vite en plus ces 10 dernières années, je pense, avec l'IA. Donc, du coup, je voulais juste revoir concrètement pour Booking, si on peut en parler. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour eux? Alors pour des sociétés comme Booking, Ouais. par exemple, là, on est pur sur justement l'accompagnement Ok, pour adresser justement les nouveaux sujets tech d'accord. et les nouvelles problématiques. Mais pour ça, il faut travailler sur la culture de l'entreprise, il faut travailler sur toute l'organisation aussi interne, parce que l'organisation, Booking, c'est l'exemple justement des sociétés qui sont devenues en 10 ans des mastodontes, mais qui il y a 15-20 ans n'existaient pas. Et du coup, qui doivent aussi se réinventer. Ouais. Voilà, si tu prends beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de startups qui ont commencé à faire du 10 millions, 20 millions, 100 millions, 300 millions, 500 millions. 500 millions, la société, il faut qu'elle soit structurée. Mais si elle est trop structurée, à un moment, tu perds toute l'innovation. Et donc, en fait, tout notre sujet, c'est comment arriver à garder de la structure pour grandir, tout en créant de nouveaux relais de croissance et tout en étant capable d'utiliser aussi toutes les nouvelles technologies aussi pour quand même garder le rythme et garder ton innovation. Parce qu'à un moment, si tu fais plus d'innovation, t'es mort. Et si tu perds ton esprit de start-up et ton esprit de création d'entreprise et tout ce côté accélération, t'es mort aussi, parce que de toute manière, on sait très bien, à un moment, si tu crois pas, tu meurs. Donc, à un moment, il faut vraiment, surtout lorsque tu arrives à une certaine taille. Donc, nous, on les accompagne sur toutes ces parties-là, organisation, techno, comment derrière on arrive avec des nouvelles techno aussi, parce qu'à un moment, tu grossis trop et tu crées trop de structures. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je l'ai vécu aussi à mon niveau, et c'est pour ça que je peux accompagner des grosses boîtes, parce qu'à un moment, je me dis, OK, je vais prendre des personnes qui vont structurer. Et puis, à un moment, j'imagine ça tu t'es arrivé aussi, où parfois, je sais pas, tu es sur un sujet, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui te parle d'une anomalie, et tu dis, mais ça, c'est un truc. Pourquoi il y a ça, en fait? Pourquoi, dans ma boîte, j'ai eu ce problème-là, alors que ce sujet-là, c'est normal que derrière, ce soit fait. C'est anormal que, par exemple, c'est un truc tout comme moi, je te parlais l'anglais. Voilà, l'anglais, pour moi, depuis le début, c'est une base que tout le monde parle anglais. Et puis, à un moment, sur un projet client, il y a un truc qui merde. Et tu dis, mais pourquoi ça merde? Tu dis, ah ouais, mais il y a lui, il y a un problème de langue. Mais à l'entretien, vous avez validé l'anglais. J'ai mis des tests depuis la création. Et il y a 3 ans, on a pris justement une société qui teste en anglais, etc. Ah oui, mais lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le process, et après tu creuses, et puis tu dis, bon, je pourrais avoir un test là, des 50 derniers embauchés. Et puis tu dis, bah non, et en fait, tu n'as pas de test parce que les gens, ils ont oublié de faire les tests. Ouais, les process sont pas suivis, ça c'est dramatique. Les process sont pas suivis. Tu peux perdre beaucoup d'argent et des contrats, etc. quand les process sont pas suivis. C'est pareil, nous, en matière de franchise. Tu signes un DIP, tu as un document d'information précontractuel avec les franchisés, et après, tu as le contrat de franchise 21 jours après, etc. Et moi, aux développeurs, je leur fais ce qu'on appelle un rétro-planning. 4 pages, tu suis bêtement. Le mec, il oublie une ligne. Je dis, attends, la signature, elle est en ligne. Tu as reçu son contrat qu'il a signé, tu lui as envoyé en signature, est-ce que tu as reçu? Et tu as des mecs qui vont tellement vite, ils ne reçoivent pas. Donc après, tu te retrouves en procès 5 ans après avec le franchisé, tu fouilles dans les contrats, ni la juriste a vérifié, ni le développeur. Ouais, et là, tu es mort parce que le contrat, il n'a même pas été signé de la partie adverse, tu vois. Donc en fait, les process, tu es obligé tu fais des process et tu dois mettre quelqu'un au-dessus des process, surveiller si chaque process est respecté par pôle, etc. Et c'est toute cette masse salariale qui coûte de l'argent et que des fois, tu ne peux pas automatiser. Parce qu'il faut contrôler l'automatisme des process. Je vous interromps 2 petites secondes pour vous présenter une solution qui changera la donne pour vous, restaurateurs. Imaginez une assistante qui répond à vos appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congé, sans absence, sans maladie, et tout ça en supprimant les charges de vos employés. Cette solution, évidemment, elle va changer toute la donne. Winnie est une intelligence artificielle conçue pour répondre aux besoins de chaque restaurateur. Si vous voulez plus d'informations concernant cette solution, n'hésitez pas à vous rendre en description, à cliquer sur le lien et à entrer votre adresse mail. On reprend la vidéo de suite. Tu vois ? Et pour en revenir vite fait, tout à l'heure on parlait des salariés. Oui. Un truc qui est important quand tu embauches quelqu'un, ça je le dis à ceux qui nous écoutent, parle-lui au salarié de son ancien employeur. Et tu regardes comment il se comporte. Non mais c'est important. Ah, c'est hyper important, je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, une fois j'embauche un type, il vient, je dis tu bossais où avant? Alors il me parle de l'employeur, en plus l'employeur je le connaissais, lui il savait pas.
Il me dit, ouais, bon, ma femme a été comptable là-bas. Une fois, on lui a envoyé 100 000 euros. Il était à Saint-Barth. En plus, il vient devant le bureau, il se gare en Maserati en bas. Tu vois la haine. Tu vois, j'ai vu toute la haine. Tu vois. Là, tu te dis. Ouais, c'est super important. Mais la haine qu'il avait envers ses 2 ex-patrons, il faut jamais embaucher ça. Ouais, Quand ça- un type qui vient et qui dit, écoute, j'ai travaillé chez quelqu'un, il m'a appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, on est parti en bon terme, etc. Là, c'est bien. Là, c'est Sinon, mieux. Tu Ouais, peux, ouais. de toutes les manières, si tu as un bon mindset, tu ne retiens que le bon. Ouais, ouais, Déjà de base, exactement. de ce que tu as vécu, même si ça a été difficile. Et puis le pire, c'est ceux qui disent, ah ouais, je travaillais genre 10 ans, mais en gros, c'était horrible, j'ai vécu ça. Mais tu as fait 10 ans. Ouais, Si à un moment ça va pas, il faut partir. Ouais. t'es un homme, tu t'en vas et c'est pas grave. Oui, mais en fait, et ce côté, moi aussi, on revient sur la mentalité, quoi. C'est, je sais pas si vous voyez le Mamba mentality de Kobe O'Brien. C'est, moi, chaque fois, j'y reviens, quoi. Le Mamba, quoi. C'est vraiment toute cette mentalité de discipline, de positivité. Et quand tu vois, dès l'entretien, des gens qui sont là sur 20 minutes, ça m'est déjà arrivé, des gens, pendant un quart d'heure, ils te défoncent l'ancienne boîte. Ouais. Je dis, mais pourquoi t'es resté? Pourquoi? Et puis, tu sais que tu seras le prochain. Ouais, t'es C'est sûr que tu seras le prochain. 100%. Même si ça se passe bien au début, c'est sûr que tu seras le prochain. Et puis du coup, moi, en entretien, j'ai commencé à faire, et même maintenant, parce que je fais encore un paquet d'entretiens tous les mois. Et maintenant, évidemment, mon premier sujet, je leur dis à mes équipes, je suis pas là pour valider ce qu'on va dire les hard skills, c'est-à-dire que je suis pas là pour valider le contenu de ce qu'ils savent faire ou pas. Moi, c'est que le mindset. Et je veux des guerriers, clairement. Si vous me les envoyez, c'est que c'est des guerriers. Si c'est pas des guerriers, ça sert à rien, parce que ça sert à rien que je les vois. Et tu vois, justement, dès l'entretien, la mentalité. Et tu la vois très, très vite. En 5-10 minutes, en 2-3 questions, tu vois la mentalité. Et comme le dit Hakim, déjà sur ton ancien employeur, sur les gens que tu as avec toi, sur le côté critique. Moi, je peux pas. Moi, tu sais, ça fait 11-12 ans que tous les nouveaux, en fait, depuis la création, tous les mois, il y a un onboarding d'une journée, on appelle ça le Culture Day. Et pendant toute une journée, toutes mes équipes se relaient, donc toute mon équipe proche se relaie toute la journée pour communiquer qui on est et toute notre culture d'entreprise, parce qu'avec Womenity, j'ai beaucoup joué sur la culture d'entreprise, sur le mindset des équipes, sur ce que moi j'appelle l'Ubuntu Spirit, c'est-à-dire sur le collectif. C'est vraiment mon sujet quasi number one. Et tous les mois, lorsque je le fais, mon discours, c'est le même, il est rodé. Et donc, évidemment, je parle de la vision de l'entreprise, de la mission. Notre vision à 2050, c'est de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, l'innovation, la coopération. Je parle de notre mission, notre ambition, de nos valeurs. Et donc là, je passe pendant 20 minutes quasiment. Allez, je dois parler peut-être une heure. Sur une heure, je parle 20 minutes des valeurs. Le premier, c'est l'esprit du collectif. La deuxième valeur, c'est l'obsession de la réussite du client. Parce que moi, si mon client, il est pas heureux, il est pas satisfait, on le voit plus jamais. Et moi, j'aime bien ce côté obsession. Vraiment, en général, si tu es obsédé par quelque chose, tu réussis, c'est pas une option. Et après, je dis, voilà, chez moi, et ça, s'il y a mes équipes qui m'écoutent, ils ont dû l'entendre 1000 fois, c'est simple. Je ne veux pas de critique. Je déteste la critique, mais plus que tout. Si on me fait des suggestions, c'est très bien. Si derrière, mais la critique telle qu'elle, je dis ceux qui critiquent, je n'en veux pas. Et chaque fois, je dis à mes équipes, s'il y en a qui critiquent, franchement, vous n'êtes pas à la bonne porte. Surtout en plus, on a au moins la moitié de nos équipes sont en France. Et même si on sait que c'est le sport national, je leur dis, en fait, vous serez bien mieux ailleurs parce que dans 99% des entreprises, c'est toléré, voire 99,9%. Chez moi, c'est interdit. Donc souvent, ils disent, mais quoi, je n'attends pas la critique. Ah non, je déteste la critique. En fait, la critique, c'est un truc qui va te faire descendre ton énergie. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, le matin, tu es là, tu arrives au boulot et tu es là pour donner de l'énergie à tes équipes. Ouais. Et l'idée, c'est que chaque fois que tu rencontres des gens qui ont de l'énergie aussi, ça t'augmente ton énergie. Par contre, si tu rencontres des gens qui commencent à se plaindre, qui commencent à critiquer l'un l'autre, l'énergie, elle baisse. Et du coup, à la fin de la journée, si tu rencontres que des gens qui ont critiqué, en fait, tu n'as plus d'énergie. Mais les gens qui critiquent, comme si tu critiques des gens à toi,
Déjà, ils vont te critiquer derrière, ça c'est sûr. Mais surtout, ça veut dire qu'ils ont déjà critiqué tout le monde aux autres. Donc ça veut dire qu'ils ont enlevé l'énergie de tous les gens autour. Donc à la fin, tu vas être dans un cercle vicieux. Et donc moi, je dis, je n'en veux pas. C'est interdit. La critique chez nous, elle est interdite. Par contre, si tu as des suggestions à faire, tu lèves la main. S'il y a un truc qui ne te va pas, ça je leur dis, c'est notre promesse. C'est que s'il y a un truc qui ne va pas, tu lèves la main et tu dis, voilà, ce qui ne va pas, c'est ça. Et moi, je suis prêt à être honneur du sujet. Et voilà ce que je vais faire pour que ça marche. Et là, tu es à la bonne place. Tu sais, moi je vais te dire, je pense que, et beaucoup d'entrepreneurs le disent, la gestion humaine, c'est 90% du problème d'une entreprise. Faire du chiffre d'affaires, faire du résultat, limite, c'est facile. Mais on perd trop de temps à gérer les humains. Et moi, je te promets, j'ai fait un travail sur moi-même, parce que j'ai tout vu. J'ai eu jusqu'à 3000 salariés, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Et ce qui marche bien à la fin, parce qu'à la fin, c'était mes potes. Au début, c'était mes potes, les salariés. Hein. Mes potes, pareil, viens à la maison, on va boire un coup, on sort. À la fin, je faisais le patron mystérieux. Et là, ça marchait. C'est-à-dire, à la fin, en fait, j'ai vu qu'il y avait tellement d'ingratitude que, mis à part les 5-6 bras droits qui sont toujours avec moi, les autres, je suis le mystérieux. Si en fait, je vous dois un salaire, vous me devez un travail. Fin de l'histoire. Vous me voyez, je vous vois. Et en fait, compte, ça fonctionne très bien. Avec vraiment des pare-feux, des bras droits en dessous, qui eux, c'est leurs amis, ils peuvent et encore, hein, parce que les bras droits que j'ai, ils rigolent pas, je pense que tu peux même pas les tutoyer. Mais par contre, tu vois, et là, il y a une hiérarchie. En fait, ils ont besoin d'avoir un patron bizarrement mystérieux. On sait pas qui c'est le mystère. Peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il est méchant, peut-être que... Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça fonctionne bien. Mais j'ai tout vu. Et moi, tu sais, j'ai le même mindset que toi, Cyr. À la base, je fais confiance. Je surveille même pas les horaires et tout. Fais ce que tu veux. Ce qui m'importe, c'est le résultat. On se voit à la fin du mois. Tu vas pas m'appeler tous les jours. Sauf que tu as des salariés. Et tu vois, à l'époque, j'avais 25 ans. J'avais des types qui avaient 40 ans. Tous les matins, ils se pointent au bureau à 9h. Mais des guerriers, hein. Hakim, je fais quoi aujourd'hui? Mais je t'ai expliqué ta tâche au mois. Tu vas pas me casser les bonbons tous les jours. Mais ils ont tellement été dans des boîtes où ils venaient, la réunion de 9h, qu'après, ils sont perdus. Tu sais, ils se disent, et après, il va, le mec, et alors, c'est vrai, il va au bout de la France en train, il revient le soir au bureau à 19h. Bah, aujourd'hui, j'étais en train, mais je sais que tu as fait ça, pourquoi tu veux me casser? Même moi, j'ai pas le temps d'écouter ce que tu me dis. Tu vois, j'ai envie de me barrer, je suis au bureau depuis 5 heures, même moi, j'ai envie de me casser d'ici. Tu vois, et cela, je déteste. Par contre, l'autonomie chez les collaborateurs, c'est pas fait pour tout le monde. T'as des gens, tout seul, il va se réveiller à 6h, il va bosser, il va faire un taf en télétravail, en autonomie, tout ce que tu veux. Mais t'as des gens, ils ont besoin d'un cadre. Parce qu'avant, ils étaient dans des boîtes où ils étaient dans ce cadre, c'est un peu comme des fonctionnaires. Ouais. Ça m'insupporte. Tu sais que moi, je supporte pas. Moi, regarde, mes collaborateurs aujourd'hui, je leur dis, écoutez, j'ai plusieurs boîtes à gérer à travers le monde. Venez, on s'appelle une fois par semaine. Je vous envoie une feuille de route et on fait un codir une fois par mois. Visio ou en physique. Pas plus. Pourquoi? J'aurais dit quoi? J'ai vraiment bossé. Hein. Je disais sur moi. Je dis 80% de nos échanges téléphoniques, j'ai analysé, ils sont inutiles. Vous me racontez que des conneries, je vous raconte que des conneries. D'accord? Et à la fin, on est hors sujet, on parle même plus du business, vous me racontez de vos histoires de merde, je m'en fous. Moi, je suis là pour développer une entreprise. Et même moi, je vous raconte mes histoires, vous en foutez aussi. C'est vrai, t'as raison. Tu vois? Donc, venez, on retourne à l'essentiel. Et depuis que j'ai fait ces méthodes-là, tu vois, sur les nouveaux trucs que je développe, ça se passe hyper bien. Et je suis pas embêté. Tu sais qu'il y a un moment, quand j'avais, moi, Nabab, à l'époque, mon téléphone, 9 heures par jour en communication. J'avais mal aux oreilles, je pétais un plomb. Un jour, je vais chez Bouygues, ils disent, vous avez 9 heures par jour en communication. Je me suis inquiété, niveau santé. Et là, je dis, mais en fait, on se raconte que des conneries. Donc, au début, on se voit au début du mois, tiens, tu vas tel jour-là, tu fais tel jour-là, tu fais tel jour, ça. Fin du mois, on fait un récap. Et ça fonctionnait beaucoup mieux. Mais je pense que créer une certaine hiérarchie, un certain cadre, je suis pas accessible, je suis pas votre ami, et en fait, on n'a rien à se dire. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi je suis devenu comme ça? À un moment, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés à un moment quand je développais le groupe. Et en fait, tous ceux que je payais le premier du mois, qui étaient mes amis, j'avais l'impression que c'était mes amis, quand j'ai eu des difficultés, je ne les ai pas payés le 20 du mois, mais le 5 du mois, 5, 6. Mais j'ai eu l'impression que c'était tous mes ennemis. C'est dingue, hein? À part ceux que j'ai gardés, les autres, ouais, Hakim, je vais au Prud'homme. Mais oh, tu vas au Prud'homme, ça fait 5 ans que tu es salarié, tu as une Mercedes classée sur la boîte pour toi, frais de déplacement, tu dors dans des hôtels à 200 balles, même moi, j'y allais pas. Je ferme les yeux parce que j'ai envie de te faire monter. Pour 5 jours de retard, tu me parles de Prud'homme. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, j'ai carrément changé. Tu vois, quand j'ai vendu le groupe, les nouvelles affaires que j'ai faites, j'ai carrément changé. C'est inaccessible. Tu vois? Ouais. Parce que trop de proximité
tue la proximité aussi. Complètement. Tu vois, à la fin, le mec, ouais, allô, je suis pas là, je me barre un mois, je dois faire le tour du monde. J'en ai rien à foutre. Faut que tu bosses. Démissionne. Tu vois, donc en fait, tu peux le faire, mais j'ai l'impression pas avec tout le monde. Ceux qui le méritent et qui ont l'intelligence de comprendre, que tu leur as donné une chance formidable. Tu vois ? C'est pas les ingrats. Tout sauf les ingrats. Non, mais et ceux-là, c'est 10-20% des effectifs et après, tu les bichonnes. Ça devient vraiment, tu les bichonnes, mais toujours dans le respect. Et bizarrement, tu as des gens, ils vont bosser avec toi, ils vont tutoyer, ils vont toujours aller être l'impression c'est les meilleurs, mais en cas de coup dur. Parce que les coups durs, c'est ce qui nous apprend tout. Que ça soit dans les affaires ou dans la vie affectueuse, en amour, en tout. Demain, tu es avec une femme, bah, tu es blindé, tout est bien, tu es en Bentley, tout va bien. Demain, dis-lui, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, viens, on est à pied, on va prendre le métro. Tu vas voir qui va rester là, laquelle reste là et celle qui reste pas là. Tu comprends ? Bah, c'est pareil. Et en fait, j'ai été étonné. Parce que ceux qui étaient là à mes côtés, bah, c'est ceux, bizarrement, avec qui, au départ, il y avait une certaine distance. Tu vois ? C'était pas ceux avec qui j'allais boire des pots tous les soirs, bizarrement. Tu vois, c'était les autres. Hein. C'est dingue, hein ? Et ça m'a appris. Voilà. Carrément. Pour rebondir sur ces sujets-là, donc là, on a beaucoup parlé salariat, les salariés, la hiérarchie dans les groupes, etc. Donc tout à l'heure, je vous ai posé un petit peu la question sur les salariés, comment on pouvait, enfin si vous, aujourd'hui avec toutes ces expériences-là, vous en voulez moins. Là, on arrive à un point où il y a l'IA, c'est pour ça que je parlais d'IA juste avant, ça change la donne sur plein de trucs. Il y a beaucoup moins besoin de certains salariés sur des tâches qui vont être de plus en plus... aujourd'hui, on va avoir besoin de certains salariés dans des tâches, mais dans quelques années, on n'en aura plus besoin de ces salariés-là. Comment tu anticipes ça dans tes boîtes ? Alors déjà, moi, j'ai une phrase que je dis souvent. J'entends souvent que l'IA va tuer des emplois. Moi, je dis l'IA va tuer les emplois de ceux qui ne veulent pas ou qui ne savent pas utiliser l'IA. Déjà, la base, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont réfractaires. Ils disent « Ah non, moi, je peux pas. » Ok, alors là, ton emploi est vraiment menacé. Voilà. Si par contre, c'est comme à l'époque d'Internet. Hein, si au tout début d'Internet, il y en a plein qui disaient ouais, « Ça va tuer, ça va automatiser. » Ah oui, c'est vrai que ça a tué des emplois. Mais ceux qui se sont adaptés, ils sont toujours là. Ouais. L'IA, c'est pareil. L'IA, l'objectif, c'est que l'IA soit là pour nous servir et pas nous asservir. Donc, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui prennent le lead. C'est pareil pour les salariés demain. Ceux qui vont subir l'IA, clairement, je pense qu'ils n'auront plus de job d'ici très peu de temps. Par contre, ceux qui vont accueillir l'IA, qui vont apprendre, qui vont se former, eux, je pense qu'ils ont un job jusqu'à leur retraite et bien au-delà. Mais par contre, il faut apprendre de ça. Et j'ai pas de temps, je bosse à peu près 18 heures par jour, 7 jours sur 7, à peu près. Et malgré tout, malgré tous mes projets, malgré toutes mes boîtes, j'arrive à me former pendant au moins 3 heures par semaine, voire 4 heures. Sur l'IA. Sur tous les sujets. En ce moment, c'est sur l'IA. Mais sur l'IA, mais pas que. À apprendre, je lis beaucoup, je lis, et clairement, sur l'IA, je passe mon temps à échanger avec ChatGPT, mais je sais pas, peut-être 10-20 fois par jour, en fait, sur plein de sujets. Donc, moi, ça m'accélère. Et j'ai plein de copains qui me disent « Oh là là, avec l'IA, la boîte, c'est dangereux, on risque de... » c'est sûr que l'IA, même chez moi, par rapport à mes clients, ça m'a tué des emplois, ça m'a tué des projets. Mais derrière, le truc, très vite, je me suis positionné. Bon, déjà, depuis 2014, en 2014, j'avais créé ma première boîte, ou 2014, ou début 2015, qui s'appelait Angus AI. Voilà, en l'utilisant, justement, j'avais des associés qui étaient des dirigeants d'une société qui s'appelait, c'était une société qui faisait des robots en France, s'appelait Aldébaran. Et du coup, ceux qui travaillaient justement sur l'intelligence artificielle des robots, du coup, je les ai récupérés. On a bossé ensemble, on a monté un premier projet. Après, j'ai remonté une société dedans. Donc, ça fait WeWise en 2019. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours été proche. Et chaque fois, je me suis dit, dès que je commence à anticiper une innovation, une technologie, je commence à me former. Et je ne m'arrête jamais.
Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de sujets autour des voitures autonomes, beaucoup de sujets sur la robotique. Et moi, c'est sur énormément de sujets. Tout à l'heure, on parlait de Brian Johnson, qui était justement sur tout ce qui est allongement de la durée de vie, etc., sur les compléments alimentaires. J'essaie d'apprendre tous les jours. Regarde, à un moment, je fais du sport. Je me suis dit, la nutrition, c'est intéressant. Je me suis fait une formation sur la nutrition pendant 3 semaines, tous les soirs, entre 23h et minuit. J'avais 1 heure où je me formais à la nutrition parce que, au final, ça s'arrête jamais. Et donc, pour revenir à ta question sur les emplois, aujourd'hui, tu as un emploi, oui, il est maîtrisé. Il est, en tout cas, il est menacé, pardon. Mais il est menacé si tu te formes pas. Tous les emplois aujourd'hui qui existent, qui sont menacés par l'IA, tu peux en faire des super emplois et peu importe le job que tu as. Mais par contre, si tu restes en mode « Oh là là, je vais perdre mon emploi par rapport à l'IA », si tu es une victime, tu es une victime. À un moment, je suis désolé, mais si par contre tu décides de prendre ton destin en main, mais t'as pas de problème. Aujourd'hui, il y a des milliers de nouveaux emplois qui peuvent être créés grâce à l'IA. Mais après, c'est sûr qu'il faut se renseigner. C'est sûr que si, ça c'est vrai que c'est un de mes sujets. D'ailleurs, il y a eu des blagues là-dessus quand j'ai fait mon podcast avec Yomi sur le travail. Mais dans la vie, c'est vrai qu'il y a ceux qui font 9h à 17h et il y a les autres. Ceux qui font 9h à 17h, il n'y a pas de problème. Mais après, la journée, si elle s'arrête, après, il ne faut pas se plaindre après que ton emploi est menacé. Tu peux faire 9h à 17h, j'ai pas de problème avec ça. Mais juste, il ne faut pas se plaindre. Moi, ça me saoule les gens qui se plaignent. Donc déjà, les plaintes, comme je disais tout à l'heure, les critiques, je veux pas. Tu sais quoi, c'est un truc, je vais le dire, mais ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens, ils commencent, ils viennent parler, ils se plaignent. Attends, j'ai un appel. Évidemment, j'ai pas l'appel. Attends 2 secondes. Hop. Et je pars. En fait, j'évite. Et les gens qui se plaignent, je les évite. Et que ce soit autour de moi, les amis, les proches, au travail, les mauvaises énergies, je m'en éloigne parce qu'en fait, ça ne peut que me plomber et pas me donner de l'énergie. Par contre, ceux qui sont prêts, qui sont positifs, mais eux, n'importe lesquels, mais ça me donne une énergie folle et après, j'ai encore plus d'énergie à transmettre aux autres. Et donc, pour ta question sur l'IA, clairement, c'est des milliers, voire des millions d'opportunités. Mais par contre, l'IA, ben oui, c'est à toi de t'en servir, c'est à toi de savoir justement la maîtriser, la contrôler. Autant dans mon métier avec Humanity, on est dans tout ce qui est management, on est dans l'anti-command and control. Autant l'IA, il faut le commander, le contrôler. Mais pour ça, il faut savoir l'utiliser. Et c'est vrai que je reviens sur le 9h à 17h. Si tu fais 9h à 17h et qu'après, tu ne te formes pas en permanence, je ne dis pas qu'il faut travailler 18 heures par jour. Je ne dis pas que je suis un exemple. Mais si le matin, au moment où tu te lèves, tu te fais 1 heure d'apprentissage. Le soir, tu te fais 1 heure d'apprentissage. Le midi, pendant que les collègues vont déjeuner, tu te dis, allez, moi je déjeune en 1 demi-heure. Et à côté, pendant 1 heure, j'apprends des choses. Ben, évidemment, tu vas aller plus vite. Évidemment, tu vas connaître des choses que les autres ne vont pas connaître. Exactement. Donc, à un moment, chacun fait les choix de sa vie. Mais après, il faut juste pas se plaindre. Il faut juste pas être rageux par rapport aux autres qui réussissent. Exactement. Tu perds ton job parce que, de toute manière, en général, on le sait quand même. En général, si tu as passé ta vie à te former, tu n'as pas de problème avec ton job. Et que ce soit avec l'IA ou tous les autres sujets. En fait, t'es de nature curieuse, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui t'apporte les connaissances et la culture. Tu dois être curieux de tout. Et des fois, des choses qui n'ont rien à voir. Mais c'est la curiosité de la vie. Tu sais ce que tu disais par rapport à donc l'IA va remplacer, entre guillemets, les personnes qui ne veulent pas bosser. C'est ça. Qui ne veulent pas apprendre. Qui ne veulent pas apprendre. Et ceux qui se plaignent aussi. Et ceux qui se plaignent et qui subissent. Et ben regarde, tu sais, à l'époque, quand tu allais dans les grandes surfaces, tu avais toutes les caissières. Et si tu passais, moi je me souviens, j'étais gamin, mais je passais à la caisse, c'est la caissière qui me passait mes trucs, et elle parlait souvent avec l'autre caissière de derrière, et elle se plaignait de leur travail, c'était pénible, c'est chiant, etc. Quelques années après, tu as eu les caisses enregistreuses automatiques. Donc ces personnes-là, elles ont commencé à plus bosser. Les caissières qui travaillaient là, parce que il fallait bien remplacer. Il y a eu cette innovation, quoi. Les caisses automatiques, et ça supprimait de l'emploi. Et ces mêmes personnes-là, je les entendais quand il y a eu quand ça a commencé à installer ces caisses-là. Elles disaient de toute façon ça sert à rien de bosser. Regarde, maintenant c'est les machines qui vont travailler. Et ces personnes-là, c'est exactement ce que tu dis. Ceux qui se plaignent, ils vont se faire remplacer
par des Ouais, mais IA. Ouais, mais bizarrement, est-ce que le taux de chômage augmente depuis qu'il y a le digital, etc. Est-ce qu'il augmente vraiment? C'est ça qui est bizarre. Ah non. Il augmente pas, tu vois. Non, pas. On est en train de tout automatiser. Je veux dire aujourd'hui, l'autoroute, tout est automatisé, par exemple. Il n'y a plus personne au guichet, mais le taux de chômage, il augmente pas. Et quand tu veux recruter, tu trouves pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est Si tu dramatique. continues, On comprend rien. si tu veux recruter, Voilà. exactement, Personne. c'est hyper dur de recruter. Attends, on va prendre plein d'exemples là. J'imagine que comme moi, dans l'été, vous allez au restaurant. Mais moi, tout l'été, Il y avait personne. où c'était- que j'allais, tout le monde, Ouais. tous les patrons, parce que moi, je sympathise chaque fois. Moi, il faut savoir que lorsque je vais dans les restos, mes enfants le savent. D'abord, le premier truc, dès que je suis avec mes enfants, je leur dis, OK, vous avez 10 minutes pour me dire le chiffre d'affaires et la rentabilité du restaurant. Vous avez 10 minutes. Donc, ils sont là sur leur téléphone, ils font le calcul, ils regardent, ils se tournent, etc. Et tout. Parfois, ils vont me voir le patron en disant alors, ils posent des questions. Et en général, à la fin, je sympathise toujours avec le patron s'il est là. Et 100% des personnes que j'ai rencontrées tout l'été n'ont pas arrêté de me dire, je sais pas si on va continuer, pourtant ça marche, pourquoi? C'est que les clients viennent plus. Ah non, ils viennent, mais c'est plus Il n'y personnel. a pas de salariés. Mais quoi? Je leur dis des serveurs, tu trouves pas? Ah non, j'arrive pas à trouver un serveur. Donc c'est bizarre quand d'ailleurs les gens se plaignent qu'ils trouvent pas de boulot et derrière, il n'y a pas de serveur. Du boulot, il y en a. Voilà. Et donc déjà, serveur, ok, être serveur, ça ne nécessite aucun diplôme. Et donc les gens qui ne sont pas diplômés, mais pourquoi ils ne seraient pas serveurs? Si tu prends de l'autre côté, les développeurs, il y a depuis 10 ans une pénurie de jeunes développeurs. Donc derrière, que ce soit des bac plus 5, que ce soit des 100 bacs, que ce soit des bac plus 2, du boulot, il y en a. Juste, il faut aller le chercher. Et je vais revenir sur ton exemple parce que moi, j'ai 2 trucs dans la vie de tous les jours qui me... vous avez compris, je suis un peu un sanguin. Et j'ai 2 trucs qui me rendent dingue. Il faut savoir, lorsque je m'énerve, ça m'arrive. Bon, les gens vont dire, le mec, il est fou, mais je peux me déchirer les vêtements des nerfs. Je te promets, attends, des nerfs, je peux me déchirer des vêtements, la chemise, les t-shirts et tout. Et il y a 2 trucs qui me rendent dingue. Donc, tu vas au supermarché, et puis il y a le caissier ou la caissière qui te dit, vous voulez un sachet? Je dis oui. Le caddie, il est plein. Donc, oui, je veux un sachet. Et puis là, ils te mettent le sachet. Et ils mettent les produits sur le sachet. Alors ça, c'est 9 sur 10. Donc là, moi, ça m'énerve toujours et je fais toujours la remarque et pourtant, je devrais être plus calme. Tu sais, il y en a qui disent, en vieillissant, tu t'assagis. Moi, plus je vieillis, j'ai l'impression, plus je m'énerve. Et je dis toujours, mais pourquoi vous mettez sur le sachet? Vous pouvez pas ouvrir, ça vous prend quoi? Une demi-seconde d'ouvrir le sachet et de mettre dans le sachet. Et puis moi, après, au moins, je n'ai plus qu'à mettre dedans, voire je n'ai même pas à le faire parce que vous scannez, vous mettez, c'est pas compliqué. Et en fait, 9 fois sur 10, les gens, ils vont mettre sur le sachet. Donc déjà, tu te dis, tu fais le pas de plus, c'est rien. C'est quand même pas compliqué. Ça me rend dingue. Et là, chaque fois, je fais la remarque. Donc après, il faut pas non plus se plaindre que ton job est à risque si toi-même, tu donnes pas le service client, c'est important. Tu sais, lorsque tu as quelqu'un en face de toi qui est là, que ce soit un serveur, que ce soit le caissier ou la caissière qui est sympa, qui est agréable, comment vous allez, tac, est-ce que je peux vous accompagner à la voiture ou que quelqu'un peut vous accompagner, etc. Vous êtes chargé, tenez, je vous prends un sac, attendez, il vous faut un carton. C'est rien. C'est juste, tu es directement avec ton client. Tu peux être agréable. Attends, c'est gratuit d'être agréable. Non, mais ça, aujourd'hui, tu l'as plus. Moi, j'étais étonné cet été. J'étais un peu en Côte d'Azur et j'ai vu 2-3 restaurants qui fonctionnent très bien, avec une affiche, problème de personnel, désolé, fermeture. Fermeture actuellement, quoi. C'est fermé. Hein. T'as des restos qui ferment des journées ou des soirées, etc. parce qu'il n'y a pas de personnel. Il y a une vraie pénurie, attention. Hein. Mais pourquoi ils veulent pas travailler alors? Mais il y a un moment donné, moi je comprends aussi les gens qui veulent pas bosser. Moi je dis la vérité, tu sais, dans la vie, il faut se mettre à la place des gens pour comprendre. Exactement. Il y a un moment donné, si tu bosses pas, si tu bosses, tu as 1500, tu es au SMIC par exemple, ou 1004, et si tu bosses pas, tu as 1200 ou 1250, c'est rien de bosser. Et t'as même pas les allers-retours à faire, Voilà, alors que sinon ça va te coûter de l'argent. C'est etc. du non-sens d'aller bosser. C'est du non-sens. Par contre, au Luxembourg, c'est du sens. Ça a du sens. Parce qu'au Luxembourg, tu bosses, tu prends 5000, tu bosses pas, tu prends 1005. Là, il y a un delta qui fait que tu as envie de te lever, te doucher, prendre ton café, aller au boulot. Mais si tu as une différence de 200-300 euros et tu te prends la tête à faire 1 heure d'RER le matin, 1 heure d'RER le soir, c'est normal que ces gens-là bossent pas. Et là, en plus, ils veulent augmenter maintenant en France les charges sociales en 2025, même sur les bas salaires. C'est une catastrophe. Donc là, il n'y a plus personne qui va aller bosser. Il n'y a plus personne qui va embaucher non plus. Et le problème, tu vois ça, c'est ça, il y a le problème de pas, donc pénurie de personnel.
alors que ce n'est pas des emplois qualifiés. Tu vas avoir du pénurie de gens qualifiés. Et puis, tu vois, à un moment, le chômage, mais comme tu dis, le problème après, si tu es assisté, et je suis d'accord, je me mets en partie à leur place. Parce qu'à un moment, en partie, oui, parce que si tu es payé pour ne rien faire, pourquoi tu vas y aller? Mais d'un autre côté, est-ce que tu as envie de ne rien faire de ta vie? Parce que derrière, chaque semaine qui passe où tu bosses pas, à la fois c'est ton cerveau qui fonctionne pas, et puis c'est ton envie aussi de te lever qui ne fonctionne pas. Moi, pendant le Covid, même si comme tout le monde, ça m'est arrivé de mettre la chemise nickel et d'être en caleçon, en général, je m'habillais le matin. Voilà. Et même si j'allais pas au boulot, même si, je dirais d'une journée, parce que comme je disais, je voyageais quand même, etc., en voiture, etc., malgré tout, même ces jours-là, je me dis, je vais quand même m'habiller, je prends la douche, je suis propre, je suis bien, tac, je suis prêt pour mes visios. Je vais pas me passer la journée. Attends, moi j'ai plein de copains, plein de gens autour de moi qui m'ont dit, ah ouais, les 3 premiers mois, on a bouffé Netflix toute la journée. Et moi, tu veux savoir combien de trucs? Moi, j'ai commencé 3-4 séries. Moi, mes séries, c'est rigolo, je peux rester, j'adore les séries. Avant de me coucher, j'ai besoin pour me calmer de regarder une série pendant 5-10 minutes. Et moi, mes séries, je peux les durer 5 ans. Parce que derrière, je suis hyper long, parce que j'ai jamais le temps de les regarder. Et pendant le Covid, j'avais pas le temps. J'ai commencé Game of Thrones, je suis pas fini, j'en ai pour 10 ans. J'ai commencé Suits, j'en ai pour 5 ans aussi. Et donc, derrière, le fait de ne pas travailler, c'est vrai qu'avec l'assistance, c'est clair, tu as raison, mais le fait aussi, à un moment, de se dire j'ai besoin d'activité, et je vais prendre le deuxième cas qui me rend dingue aussi. Tu vois, souvent je le prends l'exemple pour mes équipes, c'est l'état d'esprit de service qui manque souvent. Tu sais, tu arrives dans une boutique, il est 18h56, et puis là, tu vois le vendeur qui arrive vite et qui ferme. Et là, moi, en général, ça m'arrive de donner des gros coups de pied ou des coups de tête dans les portes et de dire non, mais attends, il est 18h56, 18h57, en fait, je veux rentrer, je peux rentrer. Et là, tu dis non, et le temps que tu argumentes, après, il te dit ça m'est arrivé, c'était avant-hier. Le temps que j'argumente, mec, il est 19h. Je dis mais il y a 3 minutes, il n'était pas 19h. Et le mec te dit non, c'est fermé. Et en même temps, tu as d'autres personnes. Tu arrives à 19h07, 19h10, tu pousses, c'est fermé. Et eux qui viennent, qui t'ouvrent et qui te disent allez-y, j'avais fermé, mais si vous voulez, allez-y, regardez, si vous avez des questions, posez-les-moi, je vais pas tarder. Et en fait, c'est toute la différence. On revient encore une fois au mindset, l'état d'esprit de service, celui qui met le client tout en haut, celui qui se dit, parce que l'employé qui ferme, est-ce qu'il se dit pas à un moment, mon employeur, s'il a des clients de moins, au final, il aura peut-être plus de mal à me payer à la fin du mois, alors que l'autre va se dire, putain, grâce à moi, on fait une vente, du coup, mon employeur pourra me payer plus facilement s'il y a vente, et je vais tout faire aussi pour accélérer la vente et le pousser en disant, il n'y a pas beaucoup de temps, allez-y, si ça vous plaît, vous pouvez acheter, et d'accélérer le truc et finir sur une bonne journée et me dire, j'ai vendu. Mais parce que tu en as deux, tu as celui qui est là pour l'entreprise et celui qui est là pour le salaire. C'est tout. Le salarié qui ferme la porte, il est 19h moins 5, il est là pour le salaire. L'autre qui réouvre, il est là pour l'entreprise. C'est tout. La différence, elle est là. C'est dingue. Hein. C'est-à-dire, les gens, comme tu as dit, peut-être qu'ils trouvent leur compte à ne pas travailler parce qu'ils seront payés de toute façon. Après, c'est une tendance mondiale. Hein. Moi, j'ai le même problème aux États-Unis. Il y a le même problème. Je veux dire, tu vois, on va pas. Moi, j'ai la réalité. On a beaucoup voyagé. Je pense que toi aussi. J'ai fait 190 pays. Et je pense qu'on n'est pas trop mal lotis, par exemple, en France, niveau service. Alors, si tu compares à Dubaï, c'est normal. Le niveau, il est très élevé à Dubaï. Mais après, tu as les pays anglo-saxons où il y a la culture du tips, etc. Mais tu as plein de pays où le service, il est dégueulasse. Tu as plein de pays où c'est une catastrophe. Hein. Tu vas en Espagne, c'est une catastrophe pour moi. Hein. Je trouve que le service en Côte d'Azur, il est très très bien déjà. Mais il y a une pénurie de personnel de qualité. Ouais. Tu vois ? Ok, bon, je pense que on a fait le tour. Allez, top. On a fait le tour. Ben, merci à toi, JC. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Puis, est-ce qu'on peut te partager tes réseaux? Allez-y, avec grand plaisir. Ouais, franchement, avec grand plaisir. Ben, on partage tout ça en description, tous les réseaux de JC. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et puis, de toute façon, vous avez vu dans le podcast, c'est très énergique. Il a la pêche et il faut aller le suivre. Il a de l'énergie. Il a de l'énergie et non, c'est très bien. Et puis, c'est aussi un profil expérience. Donc, suivez les personnes, parce que moi, ça m'énerve un peu de voir que ceux qui ont le plus d'abonnés, qui sont suivis par plein de gens,
En général, c'est des personnes qui vous vendent du rêve. Donc, suivez les personnes qui vous vendent de l'expérience et non du rêve. Et là, autour de moi, vous avez les 2 personnes qu'il faut suivre pour leurs expériences et ils vont vous apprendre beaucoup plus que ceux qui vous vendent du rêve. Merci à vous. Merci à vous. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. À bientôt.